On sait que voilà, donc nous sommes enregistrés, vous le savez maintenant. Si vous souhaitez euh, que votre visage apparaisse pas à l'écran, simplement fermez votre caméra. Puis si aussi, si vous souhaitez poser une question, je lance tout de suite là, ces informations-là en vrac. Là. Vous pouvez soit le faire en ouvrant votre micro spontanément en cours de rencontre ou glisser votre question dans le chat là, si vous ne voulez pas que votre voix apparaisse, soit entendue dans la version enregistrée aussi. Moi, je serai le relais, donc, de vos voix. C'est moi qui vais gérer le chat puis avoir la difficulté, l'enjeu d'interrompre Guy en cours de rencontre pour poser vos questions. Donc, n'hésitez pas à le faire là, pour que on puisse, comment dire, avoir une question qui est liée avec le contenu, là. Donc, oui, il y aura une période de questions puis d'échanges à la fin de la rencontre, mais si vous voulez, encore une fois, là, le faire en cours de rencontre, n'hésitez surtout pas à le faire. Ben voilà, bienvenue à tous cette deuxième rencontre de l'année des rendez-vous du dimanche de l'APMAC. On sait qu'on a beaucoup de non-membres qui participent à nos rencontres de cette année puisqu'elles sont ouvertes et gratuites pour tous. Donc, on vous accueille, on est content de vous avoir parmi nous. On vous invite évidemment à vous renseigner puis peut-être à joindre aussi l'APMAC parce que les membres ont quand même des avantages intéressants, notamment un accès aux quatre numéros de la Lucarne, donc notre bulletin d'information des membres qui est riche et bien touffu en informations sur le patrimoine bâti résidentiel. Je vais faire aussi une annonce sur l'appel de candidature qui sont en cours en ce moment pour les prix Thérèse Romer et Robert Lionel Séguin. Donc, vous pouvez proposer une candidature pour le prix Robert Lionel Séguin qui est remis à quelqu'un dont l'engagement est extraordinaire, disons-le, et pour le patrimoine bâti. Les informations sont évidemment sur le site Internet et le prix Thérèse Romer, vous pouvez soumettre votre propre candidature. Il faut quand même être membre de la PMAC depuis 1 an pour le faire. Mais donc, vous pouvez soumettre votre candidature pour la restauration, un projet de restauration important sur une maison. Euh, la remise des prix, parfois, on se dit, ah, je ne vais pas le faire parce que c'est comme moto lancer des fleurs. Puis, mais les prix, c'est aussi là pour inspirer, pour partager notre expérience. Donc, ça va au-delà de vouloir une récompense. C'est vraiment une question de partage puis de mettre en valeur. C'est aussi une question de faire connaître votre maison puis de faire connaître les solutions que vous avez trouvées puis mises en œuvre pendant le processus de restauration. Donc, je vous invite à soumettre vos candidatures puis à inciter les gens à soumettre leurs candidatures aussi. Euh, Maintenant, donc, j'ai déjà passé la poutine sur les questions. Donc, vous savez que vous pouvez les poser en cours de rencontre à tout moment, puis qu'à la fin, on va avoir une période d'échange. Aujourd'hui, puis là, je ne le vois pas moi dans mes petites fenêtres, mais j'ai de le trouver. Donc, aujourd'hui, on reçoit Guy Bessette pour une conférence qui s'intitule Les moulins entre la maison de pierre et l'horlogerie. Déjà, c'est un titre qui est très inspirant et je ne vais pas développer, là, je vais laisser Guy se présenter lui-même. Il est donc membre très actif des Amis et propriétaires de moulins anciens du Québec. C'est vraiment proche de la PMAC, mais c'est pas tout à fait ça. Évidemment, on est ensemble aussi sur la table des organismes nationaux en patrimoine bâti, donc qui regroupe euh, plusieurs organismes dont justement on a cette particularité-là d'être sur l'ensemble du territoire québécois, là, de la province au complet. Évidemment, donc les moulins, les phares sont là avec nous aussi, Comos, Action Patrimoine. Puis là, je me suis lancée dans quelque chose de glissant parce que c'est sûr que je vais en oublier. La Fédération Histoire Québec est présente aussi. Héritage canadien du Québec est aussi à la table et Docomomo. les Docomomo et les interprètes en patrimoine aussi sont présents. Donc, voilà, sans plus tarder, ben, je laisse Guy se lancer dans sa certainement passionnante présentation. Merci. Bonjour tout le monde. Écoutez, je vais être bref. Moi, je suis un ancien fonctionnaire municipal qui suis arrivé au Moulin parce que je m'occupais des dossiers de patrimoine dans la municipalité de Repentigny. Et à Repentigny, on a deux moulins, dont un qui appartient à la municipalité. Et j'avais donc la responsabilité de la restauration de ce moulin-là.
Et ça a tombé, ça a coïncidé en même temps où Claude Arsenault de Pointe-Claire voulait mettre sur pied l'Association des Moulins du Québec. Donc, je lui ai donné un coup de main à mettre sur pied cette association-là. Et j'ai pris ma retraite quelques années plus tard. Et depuis ce temps-là, ben, je dis que comme je suis à la retraite de la ville de Repentigny, ben, je suis payé par la ville de Repentigny à temps plein pour étudier sur les moulins. Donc, en gros, c'est ça ma présentation. Je vais tout de suite vous partager mon écran. Et on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, Ah, Guy, on a oublié notre petit sondage. ouais, tu peux le faire. OK, ouais, OK, fallait donc avant Je vais que je lancer parte. ça. OK. On était curieux de savoir, donc, trois questions vraiment rapides. Et je vous l'envoie. Donc, voilà. Trois questions. Donc, est-ce que vous êtes propriétaire d'une maison ancienne? Oui, non. Est-ce que vous avez mené un projet de restauration important? Et finalement, est-ce que vous résidez dans un ancien moulin? Bien là, on a la maison du meunier, c'est quand même très proche, mais ce n'est pas un ancien moulin. Non, la maison du meunier, nous, elle est séparée du moulin qui, par ailleurs, a été démoli. Ben, au moins, on en a sauvé un sur deux. Oui, c'est ça. Ouais. Pendant que vous allez remplir ça, je vais mettre à jour l'encadrement. Qui peut voir vos réponses, soumettre? Mais là, comment est-ce qu'on répond? Ben là, vous devriez avoir une petite fenêtre. Avez-vous soumis? Puis là, Ah oui, vous cliquez oui, non ou d'accord. non. Puis OK, je ensuite, le vous vois. soumettez. Oui. Oui, ça va. Puis, résidez-vous dans un moulin? Non. Il manquerait de chauffage. On a presque tout le monde. Je vais attendre. Monsieur Tremblay, avez-vous soumis votre Oui, questionnaire? oui, je viens de compléter. Parfait. Bon, ben, on va mettre fin et on va partager les résultats. Euh, donc, OK. on a Le tiers, quelques propriétaires de maisons anciennes, comme 33 le tiers finalement. c'est ça. Un projet de restauration, 22 mais personne qui réside dans un ancien moulin. Mais on a des membres à la PMAC, on sait, là, donc ils ne sont simplement pas présents. Mhm, mhm. Parfait. Euh, C'est ça, ce qui m'amène donc à vous parler des moulins. Donc, le titre, j'ai intitulé la conférence, et je vais juste déplacer vos photos. Donc, j'ai intitulé la conférence Les moulins entre la maison de terre et l'horlogerie. Euh, Maintenant, je vais vous donner quelques mots avant que nous allions plus loin dans ce dossier-là sur l'Association des moulins. Donc, c'est quoi l'AMQ? C'est un peu, pour la plupart, j'imagine que vous connaissez la PMAC, bien que Noémie disait qu'il y avait des invités, mais pour un bon nom, je pense que c'est membre. Bien, on aurait pu s'appeler nous aussi la PMAC parce qu'au fond, nous regroupons les amis et propriétaires des moulins anciens du Québec. OK? Donc, tout comme la CMAC, par rapport aux maisons anciennes, nous ne sommes pas des maîtres d'œuvre de projets de sauvegarde ou de restauration. On accompagne nos membres dans leur démarche et faisons la promotion et de l'importance de ce premier patrimoine industriel. Parce qu'il faut savoir que les moulins, et c'est pas particulier au Québec, c'est partout dans le monde, les moulins, c'est le premier patrimoine industriel. Parce qu'au fond, un moulin, c'est un moteur qu'on va voir tout de suite après. Et de ce moteur-là, plusieurs activités vont en être rattachées. Ce qui est drôle, ça porte le nom de moulin, bien que ça a été utilisé pendant 5000 ans à peu près avant d'être capable de moudre de la farine. Mais c'est une autre histoire. Donc, pour la MQ, un moulin, c'est quoi? C'est essentiellement un moteur, comme je le disais, OK, qui tourne grâce à une énergie renouvelable, l'eau et le vent particulièrement, et qui est construit il y a plus de 100 ans et situé au Québec. Donc, c'est quand même assez large comme définition. Ce qui pourrait comprendre donc des moulins pour pompage, des moulins à carder, des moulins à fouler, des moulins pour faire l'extraction d'huile, particulièrement les oléagineux, là, donc les noix, le lin, etc.
Ça pourrait être des moulins à broyer, pour broyer de l'écorce, de l'ocre en particulier. Des moulins à scie qui ont été très nombreux. Des moulins à bardeau, qui est comme une spécialité. On reste dans le bois, mais c'est pas vraiment scié, c'est fendu, les bardeaux à l'origine. Aujourd'hui, ils sont sciés, mais à l'origine, c'était fendu. Les moulins à farine, évidemment, qui vont prendre une place très importante, etc. Ce qui nous amène à parler de, étymologiquement, moulin. Donc, comme je disais tantôt, ça veut dire 5000 ans, en fait, toutes sortes d'autres choses, mais le mot moulin, ça vient de meule et de moudre. Donc, moudre et broyer ou pulvériser des aliments, donc de la farine, du café, de l'huile, etc., des minéraux, du gyp, de l'ocre. OK? Mais ici au Québec, tout ce qui tourne, on va appeler ça un moulin. Donc, on va avoir des moulins à scie, des moulins à bardeau, des moulins à papier, puis on va même avoir des moulins à coudre. Donc, c'est notre particularité à l'ERA, c'est que, à l'exception du moulin à coudre, nous, on s'occupe pas mal des autres formes de moulins. Mais au Québec, un moulin, c'est quand on demande aux gens, quand on dit nous sommes l'Association des moulins hein, du Québec, OK, ce qui vient à l'esprit des gens, toujours, toujours en premier lieu, c'est un moulin à vin. OK? Et c'est un moulin qui fait de la farine. Même si en nombre, les moulins à scie sont beaucoup plus nombreux que les moulins à farine, OK? Puis même si les moulins à eau sont aussi plus nombreux que les moulins à vent, ce qui vient à l'esprit des gens en premier, c'est les moulins à vent. Et je vais vous donner deux exemples de ça, des illustrations. Si vous regardez le visuel que l'ami et propriétaire de Maisons anciennes du Québec ont utilisé pour parler de la conférence d'aujourd'hui, vous reconnaissez en bas à droite le moulin de l'île aux Coudres, qui est un moulin à vent. Et Ah, d'ailleurs, c'est le même que celui qui est dans l'illustration que j'ai utilisé. Et donc, même si le symbole, c'était de la maison de pierre à l'horlogerie, la maison de pierre, évidemment, on faisait beaucoup plus référence au moulin à eau, qui est plus, en termes de forme, en termes d'espace d'utilisation, est beaucoup plus près de la maison que le moulin à vent. Mais malgré tout, en parlant de moulin, ce qui est arrivé à l'esprit des gens qui ont fait la petite annonce, le petit teaser, c'est le moulin à vent. Et ça, il ne faut pas se surprendre. C'est comme ça partout. Il y a quelques années, l'association, on faisait une animation juste en avant du moulin Légaré à Saint-Eustache. Ah, vous savez probablement que le moulin Légaré, c'est la plus vieille entreprise en usage continu en Amérique du Nord. Et c'est vraiment un des magnifiques moulins à eau qui fonctionne toujours, qui produit, qui fait de la farine. Nous, on était installés au manoir Globensky, juste en haut, juste en face, sur les arbres. On avait un grand, grand panneau qui longeait la rue, qui était parallèle à la rue, sur lequel il y avait, qui était recouvert d'un papier. On demandait aux enfants de dessiner un moulin. Or, sur 24 moulins qui ont été dessinés, il y a eu 18 moulins avant. Donc, on est juste en avant d'un des grands symboles au Québec des moulins à eau, qui est le moulin Légaré, et qui est parmi les grands symboles. Et pourtant, ce que les gens ont dessiné très majoritairement, c'est des moulins à vent. C'est donc pour vous dire comment, dans l'imaginaire québécois, quand on parle de moulin, on parle vraiment de moulin à farine et de moulin à vent. Mais dans la réalité, puis dans ce qu'on va aborder aujourd'hui, parce qu'on voulait l'aborder sous l'angle des maisons anciennes, si on veut, donc on va parler un peu plus de moulins à eau que de moulins à vent, mais on va quand même parler des moulins à vent aussi. Ce qui m'emmène à vous parler, j'aime toujours au début de mes conférences cette illustration-là qui dit l'œuvre d'art visite le bricolage. Donc, vous avez une œuvre qui s'appelle Noël de Jean-Paul Lemieux à gauche et vous avez une œuvre de recyclage des rouleaux de papier de toilette à droite. Qu'est-ce qu'on veut dire par ça? C'est que il faut être capable de distinguer, parce que dans les éléments que je vais vous apporter, il va y avoir évidemment plein de nuances que dans une heure et demie, on ne pourra pas faire. Et c'est à peu près sûr que si vous faites des recherches sur Internet, ça, vous allez trouver ailleurs quelque chose qui va contredire ce que je vais vous dire. Moi, j'ai essayé de me limiter à des éléments qui sont efficients. Parce que, par exemple, si on parle des premiers moulins, pas les premiers moulins en Amérique, pas les premiers moulins au Québec ou en Nouvelle-France, mais les premiers moulins de tout,
Oui, vous allez trouver toutes sortes de choses sur l'Internet qui datent des fois de plusieurs siècles avant, mais c'était des moulins qui n'étaient pas performants. C'est plus des objets d'expérimentation que véritablement des moulins. Alors, c'est juste une petite mise en garde là, pour y arriver. Et je la trouvais d'autant importante parce que à la préparation de cette conférence, je suis arrivé devant une problématique que je n'ai pas souvent rencontrée jusqu'à date. Parce que quand je prépare une conférence, je commence toujours par me demander c'est qui les gens que je vais rencontrer, à qui je vais présenter cette conférence. Souvent, c'est des sociétés d'histoire, tout ça, et là, j'ai comme une bonne idée des profils des gens. Dans des écoles, ben, c'est encore plus facile, j'ai un profil assez rapide de ce qui se passe. Mais vous, honnêtement, je sais toujours pas au moment où on se parle à qui. J'ai eu tantôt quelques petites hésitations quand j'ai vu M. Varin parmi le groupe. J'espère que vous ne vous ennuierez pas. En tout cas, sur les éléments techniques, vous allez probablement vous ennuyer. Et je tiens tout de suite à m'excuser auprès d'architectes et ou d'ingénieurs qui seraient peut-être parmi vous quand on va parler des aspects techniques, vous allez sûrement trouver qu'on a été rapide, qu'on a à peine effleuré. Et si vous êtes historien, ben, vous allez probablement avoir la même remarque, mais pour les parties historiques. Et si vous êtes entre les deux, ben, on devrait se rejoindre en quelque part au cours de la conférence. Donc, on ne peut pas parler de moulin au Québec sans parler du régime seigneurial. Ce qui concerne les moulins, donc le régime seigneurial va faire en sorte que ça va concentrer les moulins, particulièrement les moulins à farine, là, parce que dans les autres phases de développement du Québec, ça va être une autre chose, là, mais tout le temps du régime seigneurial, ça va les concentrer le long du Saint-Laurent, surtout, et du Richelieu. Et les seigneuries, ben, c'est très majoritairement des longues bandes de terre perpendiculaires au fleuve ou à la rivière, dont la face la plus étroite borde le cours d'eau qui est la route de l'époque, voire même l'autoroute. Or, dans le régime seigneurial, ben, on a appris à l'école que les communautés vont se développer autour d'une trilogie qui est toujours constituée de la même chose. Il va y avoir le manoir, le moulin, puis on va rajouter une petite chapelle à ces éléments-là. Pour la majorité de ces équipements-là, donc, vont être construits par le Seigneur, ce qui souvent va leur conférer un statut différent. On va le voir dans le cas de moulins seigneuriales, par exemple, par rapport à d'autres. Mais surtout, ça leur donne souvent une qualité de construction plus grande, plus esthétique et ou moins rustique, si on veut. Après l'abolition du régime seigneurial, on garde le même principe, sauf que le manoir disparaît, puisqu'il n'y a plus de seigneur. Mais les communautés plus nouvelles, là, je pense au lac Saint-Jean, aux Laurentides, au Saint-Denis, Saint-Jean, les Laurentides, la Nodière, le nord de la Nodière, puis tout ça, toutes ces communautés-là vont se développer, elles aussi, autour d'un moulin et d'une petite église. Le moulin, généralement, à ce moment-là, va être un moulin assis. Donc, il va y avoir une scierie ou un moulin assis qui va s'installer dans une région, on va commencer à exploiter et rapidement, on va avoir une petite chapelle, des petites maisons autour pour les gens qui y travaillent et le noyau, le cœur du village va se développer autour de cette réalité-là. Donc, le moulin, hein, au sens plus large, là, pas juste au sens de moulin à farine, le moulin va toujours être au cœur des développements des régions, même dans les développements beaucoup plus tardifs que le développement au cours du régime seigneurial. Mais si on revient au régime seigneurial, dans le régime seigneurial, on a plein de mythes et de réalités aussi. OK? Donc, le premier mythe, si on veut, c'est l'obligation pour le seigneur. OK? Donc, le seigneur, vous avez probablement déjà lu, vos profs d'histoire vous ont probablement déjà enseigné que le seigneur avait une obligation de construire un moulin. Sur papier, c'est vrai. Dans la pratique, on va voir que c'est peut-être un petit peu différent. Parce que, à mon avis, c'est davantage une opportunité qui le favorise plus qu'une obligation. Car sans recours collectif, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à cette époque-là, il n'y en a pas de recours collectif. Hein? Donc, si on a si la personne en avant de moi a une obligation, puis qu'elle ne la remplit pas, ce qui arrivait assez souvent, le Seigneur ne construisait pas de moulin, bien, pour lui faire construire un moulin, il faut que je l'amène en cours et il faut que je gagne contre lui en cours. Donc, pour le faire, il faut avoir les moyens d'aller en cours contre le Seigneur.
OK? Euh, donc, et quand on va plus loin que les moyens physiques, c'est qui va poursuivre le seigneur dans le censitaire, donc l'habitant d'une seigneurie qui est mal servie parce que le seigneur n'a pas fait de moulin ou son moulin n'est pas en bonne condition. Donc, à ce moment-là, c'est qui va l'emmener? Il va falloir qu'on s'entende entre nous, les censitaires. Bon, ben moi, je vais l'emmener. Hein, je vais aller en cours contre le Seigneur. Mais vous savez que les seigneurs, il y en a comme deux catégories au Québec. Il y a des seigneurs qui sont relativement en moyen. Très souvent, ces seigneurs-là habitent pas les seigneuries, mais ont un homme engagé, un intendant qui est sur place. Mais par contre, ont les moyens d'avoir de bons avocats. Hein, ce qui va faire en sorte que, de toute façon, quand vous regardez les causes, il y a plus de causes qui ont été gagnées par les seigneurs que par les censitaires. Et la deuxième catégorie de seigneurs, c'est des seigneurs qui sont moins riches, ou même carrément pas riches. Je prends l'exemple, moi je viens de Repentigny, je l'ai dit tantôt, le seigneur de Repentigny, le seigneur de Repentigny était un seigneur pauvre, OK? Mais comme les autres seigneurs pauvres, il habite cette seigneurie. Et comme la grande majorité des seigneurs, le seigneur, c'est le seul à peu près dans la seigneurie, à part que le curé, qui sait lire et écrire. Fait que donc, très probablement que le seigneur a été soit témoin à votre mariage, il est très possiblement le parrain d'un ou deux de vos enfants, de vos nombreux enfants, je devrais dire. Il a possiblement signé l'acte de décès de votre mère. Et tout ça. Fait que donc, et en plus, vous allez tous les dimanches, sans exception, à la messe, et c'est très important à l'époque, vous allez à la messe dans la chapelle qui est sur son terrain, et la chapelle est vraiment minuscule. Et lui, il est assis évidemment dans le premier banc en avant. Donc, vous le côtoyez tous les dimanches. Donc, il faut que vous acceptiez d'aller en procès contre lui. Puis, l'arme ultime aussi, c'est que si votre plus vieux commence à trouver la plus vieille de votre voisin de son goût, vous aimeriez ça, vous dites, bon, il arrive au moment où il va devoir voler ses propres ailes, puis aller s'installer sur une censive à côté. Alors, c'est qui remet les terres? C'est le Seigneur. Fait que si vous ne voulez pas qu'il donne, puis vous auriez bien aimé pour votre fils avoir qu'il y ait un terrain qui est à la même hauteur que le vôtre, mais sur la deuxième concession, la deuxième série de concessions. Mais si vous ne voulez pas que votre fils se retrouve avec un tas de roches au lieu d'un terrain raisonnable, ben, c'est pas sûr que de l'emmener, le Seigneur, en cours, que c'est une bonne chose pour vous. Donc, à partir de ce moment-là, est-ce que c'est une obligation? Oui, c'est une obligation, mais c'est une obligation dans laquelle c'est pas évident de la faire appliquer. Et quand on prend, je vous disais tantôt, il y a plus de causes gagnées par les seigneurs. Il y a quelques causes qui vont être gagnées par les censitaires. C'est le cas, par exemple, du Moulin Michel à Bécancour, là, juste en face de Trois-Rivières. Mais ça va prendre 60 ans avant que le jugement soit rendu puis qu'on construise le premier moulin. Parce que le premier seigneur va contester. Après ça, il va vendre la seigneurie, qui lui va recontester à son tour. Bon, il va y avoir plusieurs éléments. Les seigneurs étant plus en moyen vont réussir à faire jouer la loi de leur côté, si bien qu'ils vont reporter, et construire. Après 60 ans, ils construisent un premier moulin en 1739, mais ils ne sont pas chanceux. Il va brûler en 1773. Puis après ça, ça va prendre 11 ans avant qu'ils construisent celui que vous avez peut-être vu, là, le moulin actuel du moulin Michel de Bécancour. Donc oui, pendant toutes ces années-là, ils n'ont toujours pas de moulin, même si c'était une obligation du Seigneur. Il y a les censitaires de la région de Boucherville aussi qui vont avoir gain de cause. Les habitants du fief Tremblay qui doivent traverser Boucherville de bord en bord, la seigneurie, pour aller faire moudre à leur seigneurie à Varennes. Ils disent, ça n'a pas de bon sens de traverser au complet la seigneurie. On devrait pouvoir aller à la seigneurie, au moulin qui est près de chez nous. Donc, ils vont gagner. Cependant, le juge va les condamner, si on veut, à remettre annuellement 1 minot de blé pour chaque 2 arpents de façade. Ce qui va revenir pratiquement au même coût que ça leur aurait coûté de toute façon continuer à aller au moulin de leur seigneurie. Donc, c'est plus près de chez eux, mais ils gagnent en ça, mais pas forcément, ils gagnent en efficacité, mais pas forcément au change, si on veut. L'autre chose aussi, quand on dit que c'est une obligation du Seigneur,
faut pas oublier qu'en 1660, en 1663, je dis bien, sur 53 seigneuries de concédées, il y en a 7 qui ont déjà un moulin. OK? Mais en 1675, mais ce n'est qu'en 1675 que l'obligation de construire un moulin va arriver. Donc, ils sont 13 ans avant et déjà, il y a déjà plusieurs moulins de construits. À cette époque, en 1675, quand ça va devenir une obligation, il y a déjà une vingtaine de moulins qui sont construits dans des seigneuries avant que ce soit une obligation légale. Ça l'était en France, mais ça ne l'était pas encore au Québec ou en Nouvelle-France, là, si on veut. Donc, c'est pour vous dire que oui, c'est une obligation, mais ce n'est pas juste à cause de l'obligation. Puis on va voir un petit peu plus loin l'autre réalité, l'autre mythe qu'on a souvent, c'est qu'on pense qu'il y a juste le Seigneur qui peut construire des moulins. Mais en réalité, un moulin, un seigneur, c'est quoi? Un seigneur, à l'époque, c'est un promoteur. OK? Donc, on va faire un parallèle entre un promoteur d'aujourd'hui puis un promoteur de l'époque. Donc, le seigneur reçoit du roi ou de son représentant, là, la Compagnie des Sans Associés ou d'autres, dépendamment de l'époque, un grand emplacement. OK? Il embauche, et alors que l'entrepreneur, lui, il va acheter un grand terrain dans une ville. Les deux vont embaucher un arpenteur. À l'époque du Seigneur, ça s'appelait un chaîneur, là, mais bon, s'il n'y a pas d'arpenteur parmi vous, là, on va dire que c'est la même chose, bien que techniquement, je comprends qu'il y a quelques petites différences, là, mais en gros, c'est la même chose. Ces derniers, donc l'arpenteur ou le chaîneur, ils vont subdiviser le terrain en parcelles, hein, ou en lots, dans le cas de l'entrepreneur, ou en terre ou sans ivre, dans le cas sans ivre, dans le cas du Seigneur. Et ils vont faire les deux, ils vont faire construire des routes, des accès, OK? Puis, ils vont essayer d'attirer des gens dans leur domaine, sur leur terrain, en faisant miroiter les avantages. Si on prend l'exemple de quelqu'un qui a un développeur de Saint-Jean-Port-Joli, par exemple, pour vendre ses terrains, amener des gens chez eux, qu'est-ce qu'il leur dit? Si vous regardez les flèches bleues là, sur la présentation, il leur dit, ben, moi, mon domaine, il est proche de la marina, il est proche de la caisse, il est proche de la Banque nationale, il y a un bureau de poste qui est là, le CLSC est tout proche, il y a le pôle culturel qui est là. Le Seigneur, lui, vous pensez qu'il fait quoi pour attirer des gens dans sa seigneurie? Il leur dit, ben, j'ai un moulin à farine, j'ai un moulin à scie, j'ai un moulin à cardé, j'ai une chapelle aussi qui est de belle dimension, puis qui est propre, OK? Donc, puis vous allez être fiers de mon manoir qui est bien entretenu, puis qui est beau. Donc, en réalité, ce que je veux expliquer par ça, c'est que le Seigneur, il joue le même rôle que le promoteur aujourd'hui. Donc, oui, il y a une obligation, mais ce n'est pas tellement pour l'obligation qu'il va le construire, le moulin. C'est parce que c'est à peu près la seule façon qu'il peut avoir d'emmener des censitaires chez lui. Plus il peut offrir de services, parce que évidemment, s'il dit à un futur censitaire qui s'en vient, qui dit, ben, viens donc t'installer dans ma seigneurie, si il dit, j'ai un moulin à farine, c'est le fun, mais à partir du moment où il peut dire, ben, quand tu vas avoir bûché tes premiers arbres, parce que la première job d'un censitaire qui arrive sur un terrain, c'est de défricher pour pouvoir cultiver éventuellement. Donc, ce qu'il va dire, c'est que dès que tu vas avoir bûché tes premiers arbres, tu me les emmènes, puis on va t'écouper au moulin, hein, pour construire ta maison, après ça, ta grange, étable, puis tes éléments. Donc, au lieu de tout faire ça à la hache et au galandard, ben, bon, quoi que le galandard, c'est pour couper l'arbre, là, mais en tout cas, une fois que l'arbre est coupé, au lieu de tout débiter ça à la main, ben, tu viendras au moulin, puis on va le faire. Puis quand tu vas avoir quelques moutons, ben, une fois que tu vas avoir ton, au lieu que ta femme soit prête à tout carder cette laine-là, tu nous l'amèneras, puis on a un moulin à carder aussi. Puis, comble là, du bonheur, j'ai aussi un moulin à fouler, donc on va pouvoir faire du feu, puis là, tu vas pouvoir aller te faire des beaux chapeaux haute forme et impressionner le reste du village. Donc, c'est la façon dont ils vont les emmener. Et deuxièmement, j'ajouterais aussi, si c'était vraiment une obligation, on pourrait penser que c'est une obligation, que c'est pour le bien des censitaires. Or, dans la pratique, si vous regardez, vous avez un petit moulin à gauche qu'on appelle les moulins domestiques. Euh, S'il y avait eu une réelle obligation de construire, mais nous pourrions présumer que c'est pour le bien des censitaires. Or, en France, les moulins domestiques, comme celui qui est illustré là, sont saisis lorsqu'on les retrouve dans les résidences. Donc, quand on fait le tour, il y a des gens qui se déplacent, qui viennent au nom du Seigneur, puis s'ils trouvent un moulin, ils vont le saisir. Pourquoi?
pour obliger ce censitaire-là à aller faire moudre son grain au moulin seigneurial parce que le seigneur va prendre sa rente dessus, un quatorzième, sa banalité, d'où le nom des moulins banaux là, que vous entendez souvent. Donc, et la banalité, c'est un quatorzième. Donc, il y a un quatorzième des grains qui vont rester au seigneur. Il va les accumuler, il va les vendre, il va les échanger, puis c'est comme ça qu'il va faire du profit. Mais ici au Québec, en Nouvelle-France, on n'en saisira pas de ces moulins-là. Sauf que vous savez comment fonctionnaient les exportations en Nouvelle-France. Il y avait une liste d'objets qu'on avait le droit d'exporter, puis une liste qu'on n'avait pas le droit. Or, les moulins manuels étaient dans la liste de ceux qu'on n'avait pas le droit d'exporter. Donc, on n'en a pas saisi parce qu'on n'a pas pu en importer. A été défendu. Ce qui nous amène au deuxième mythe. OK? Seul le Seigneur a le droit de construire un moulin. C'est faux comme mythe parce qu'il est interdit aux censitaires de moudre pour d'autres censitaires, mais ce n'est pas interdit de le faire pour des boulangers ni pour des brasseurs. Les moulins acier du bois pour faire de l'huile, pour fouler, sont légaux. De même que les moulins à tanne, puis les moulins à arc, etc. Tout le monde a le droit. La preuve de ça, je vous ai parlé de Bécancour tantôt. À Bécancour, pendant les 60 et quelques années qu'on atteint le moulin à farine, OK? M. Rivard, qui est un censitaire là-bas, il n'attendra pas d'autorisation de personne et il va construire un moulin à scie qui est, en fait, somme toute, très près là, d'où est le moulin à farine à l'heure actuelle. Mais il va attendre le jugement favorable avant de construire le moulin à farine. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que, je vous l'ai dit tantôt, les moulins, c'est les premières industries. Et le Seigneur, je vous l'ai dit aussi, c'est lui qui distribue les terres. Fait que donc, le Seigneur, il ne peut pas empêcher ses ancesteurs de construire d'autres moulins. Cependant, comme c'est lui qui distribue les terres, partout où il y a un potentiel vraiment intéressant de développement, où il y a une chute, par exemple, ou des éléments comme ça, bien, à ce moment-là, ces terres-là, il ne les distribuera pas. Il va se les garder. Et là, on a l'exemple en haut à droite, c'est dans la seigneurie de M. Delachenay, hein, juste à côté de Repentigny. Vous voyez dans le cercle vert en bas à droite, vous avez le domaine seigneurial qui se situait le long de la rivière des Prairies, là, à peu près à l'égalité du bout de l'île. La petite pointe que vous voyez en bas, là, c'est l'île de Laval. Donc, le domaine seigneurial se situait là. Et le moulin, quand ils vont construire les moulins, vous voyez au bout de la flèche, ils vont le construire là-bas. Et vous avez la maison, la rivière Mascouche a fait tout ce sinueux-là, parcours, jusqu'avant d'aller là. Donc, pendant tout cet espace-là, il y en a concédé des terres, mais ceux de cette région-là, qui avaient le plus grand potentiel pour développer un moulin, OK, il ne concédera pas. Il va les garder et l'ensemble des seigneurs au Québec vont se garder les beaux terrains. Donc, ce n'est pas défendu de construire des moulins autres que des moulins à farine, mais ce n'est pas évident d'en construire parce que le Seigneur contrôle les ressources et il n'y avait pas à notre disposition. Ce qui n'est pas un mythe, toutefois, c'est que le système colonial va souffrir du manque de moulins dans la colonie. Et pour illustrer ça, je vais utiliser bêtement un petit tableau, OK, qui est le suivant. Puis on achève ces parties plus théoriques-là. Donc, si on compare un tableau du haut, vous avez en Nouvelle-Angleterre, OK, en 1775, il y avait 500 000 âmes. À l'époque, pour les plus jeunes d'entre vous, c'est comme ça qu'on comptait. Aujourd'hui, on parle d'habitants, mais à l'époque, c'est comme ça qu'on comptait les gens. On parlait d'âmes, et même on parlait d'âmes communiantes dans certains cas. Mais là, on va s'en tenir aux âmes. Donc, il y avait 500 000 âmes qui habitaient le territoire de Nouvelle-Angleterre. Et ils avaient, selon les inventaires, 1400 moulins, ce qui leur donne un ratio de 1 moulin par 350 habitants. En France, en 1809, il y avait 29 millions d'âmes, mais il y avait presque 100 000 moulins, 98 157. De ce nombre-là, vous en avez 82 300 en haut et 15 000 avant. Ce qui leur donne un ratio de 1 pour 300. C'est un peu normal. On sait que les Français mangent beaucoup de pain, donc il y avait un peu plus de moulins qu'en Nouvelle-Angleterre, mais encore là, on avait beaucoup de moulins en Nouvelle-Angleterre. Pour le Bas-Canada, à peu près à la même période, en 1800, nous avions 335 000 âmes. Donc, on aurait dû avoir
combien de moulins? Si on prend, on sait qu'au Québec, on avait à peu près à cette époque-là 45 des moulins qui étaient à vent et 55 qui étaient à eau. Donc, si on prend le ratio de 1 pour 350, qui est le ratio de la Nouvelle-Angleterre, on aurait dû avoir quelque chose comme 960 moulins, 432 à vent et 528 à eau. Puis si on prend le ratio de la France, qui est 1 pour 300, mais c'est normal, on aurait dû avoir plus de 1000 moulins, dont, mettons, 500 si on arrondit à haut, puis 500 à 20, 600 si on arrondit. Or, dans l'inventaire de Pierre Lahaud de 1978, là, qui a fait pour le ministère, à l'époque, ça ne s'appelait pas le ministère de la Culture et des Communications, là, mais les Affaires culturelles, je crois, en 78, là, il y en a dénombré 200 moulins à vent sur 157 différents. Donc, sur les 430, 400 ou 500, on n'avait pas la moitié des moulins qu'on aurait dû espérer avoir pour une colonie comme la nôtre. Donc, c'est pour ça que je vous dis que la construction de moulins a été vraiment un frein à notre développement pour la Nouvelle-France. Pourquoi est-ce que au début de la colonie, c'est si important d'avoir des moulins? Hein? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un homme adulte à cette époque-là mange quotidiennement un pain de 2 kilos, OK? Soit l'équivalent d'à peu près 4 pains tranchés de ce qu'on peut retrouver aujourd'hui sur le marché, comme les pains qui sont illustrés en bas. Puis comme il y avait des familles de 12, OK, ben, ça aurait donné à peu près ça, ce que quotidiennement ils mangeaient en pain. Bon, Voyons. j'exagère parce que, évidemment, les 12, ça n'a pas 12 adultes et que les pains, en termes de volume, ça n'aurait pas donné ça parce qu'il y avait des pains de blé entier beaucoup plus denses, beaucoup plus compacts. Mais c'est quand même pour vous donner une idée jusqu'à quel point hein, c'était nécessaire d'avoir la farine, jusqu'à quel point c'était vraiment intégré dans l'alimentation quotidienne. Pour en finir avec le régime seigneurial et le pain, euh, ce qu'il faut savoir relativement au four à pain, parce que si vous avez restauré des belles vieilles maisons, ça, souvent, elles sont accompagnées d'un four à pain, souvent extérieur, qui ressemble un peu à celui que la jeune dame est en train de- d'allumer ou en tout cas de faire attiser les braises à votre gauche. C'est qu'en France, il y a une obligation de construire un moulin à farine. Il n'y a pas d'obligation d'avoir un four à pain, mais il y a une pratique d'avoir un four à pain. Donc, très, très généralement, on va construire un moulin, puis on va avoir un four qu'on va appeler un four communal. Et là, les gens de la seigneurie vont aller chercher leur farine, mais non seulement ils vont aller chercher leur farine au moulin, mais ils vont faire leur mélange, leur préparation pour le gâteau, puis ils vont aller, pour le gâteau, pour le pain, excusez-moi, et ils vont aller le faire cuire dans le four à pain de la communauté et communale. Ici au Québec, cette pratique-là ne s'est pas répandue pour deux raisons. Un, nos maisons étant plus difficiles à chauffer très, très rapidement, nos maisons vont se doter de foyers et plusieurs vont avoir, comme c'est le cas de la maison en bas à droite, vont avoir des fours à pain qui vont être intégrés à la maison. D'autres vont avoir le four à l'extérieur. Puis les distances dans nos seigneuries par rapport aux distances des seigneuries en Europe, ça ne se compare pas. Donc, à ce moment-là, ici, c'est beaucoup trop loin pour que les gens partent pratiquement quotidiennement, tout le moins 2 jours, pour aller faire leur pain la- dans le four à pain communal. Donc, ici, ça fait partie du régime salarial, mais ici, c'est une pratique qu'on n'appliquera pas. Et comme ce n'est pas une obligation, là, il n'y en aura pratiquement pas de construit. Donc, quand vous voyez des moulins, aujourd'hui, vous allez visiter des moulins comme le moulin des Locaux, par exemple, ça, dans lequel vous allez avoir juste à côté un beau four à pain. C'est des fours à pain qui ont été construits bien après. Ça ne fait pas partie là, de l'obligation du domaine. Ce qui nous amène à une autre étape. Puis, On va parler. je Oui, m'excuse, Guy, je vais t'interrompre parce que est-ce qu'on peut remonter à la diapo avec les tableaux comptabilisant les moulins? Parce que Jacinthe fait remarquer il manquait peut-être l'information sur les moulins à eau qui n'étaient pas comptabilisés. Est-ce que ça se peut? oui, il était comptabilisé. Attends un petit peu, là, je vais juste essayer euh, en espérant. Oui, OK, je devrais y aller. Oui, Oui, OK. ici.
Ouais, la donnée de Pierre Laoud compterait 200 moulins avant. Ah oui, oui, c'est ça, parce que Pierre Lahaud n'a pas fait l'inventaire de tous les moulins à Ah, eau. Donc, dans l'inventaire dont on fait partie là, mais en gros, si on se fie à d'autres inventaires, tout ça, là, on estime qu'au Québec, il s'est construit à peu près 1000 moulins. D'ailleurs, avant que vous me posiez la question à la fin, il en reste une centaine debout, puis il en reste une dizaine qui peuvent faire de la farine encore à peu près, là. OK? parfait. Merci. Merci, Jacinthe, pour la question. Donc, on revient. Donc, il existe trois forces, en tout cas, dans les forces que nous, à l'Association des Moulins, on tient compte, donc les forces motrices renouvelables. Il y en existe trois. Donc, les moulins à vent, évidemment, comme à gauche, les moulins à eau, comme à droite. Et la troisième force, selon vous, c'est quoi? C'est quelqu'un qui se risque sur une réponse? Je vais y aller. C'est ce qu'on appelle les moulins à 100. OK? 100 NG, là. Ce qu'on appelle un moulin, c'est tous les moulins qui requièrent de l'énergie musculaire pour fonctionner. OK? Que cette énergie-là soit produite par un âne, comme on a ici, là, mais soit dit en passant, hein, ça, c'est pas un moulin à farine. Là, ils sont en train de faire de l'huile. Dans ce cas-là, c'est même de l'huile d'olive, là. C'est des olives que vous avez en dessous. Ici, au Québec, on n'en fera pas beaucoup d'huile d'olive, là, pour des raisons que vous comprenez. Cependant, on en a fait de l'huile au Québec. On va en avoir des moulins qui vont faire de l'huile et ça peut être très intéressant pour vous qui avez un grand intérêt pour les bâtiments anciens, les maisons anciennes particulièrement, mais bon, souvent les dépendances aussi avec la maison, les garages, tout ça. Les moulins qu'on va avoir, on ne fera pas de l'huile de tournesol, là. Ça arrive bien, bien après, puis de l'huile de maïs, puis de l'huile comestible, là, on n'en fera pratiquement pas. Ce qu'on va faire, beaucoup, c'est deux sortes d'huile. C'est, dans le fond, de l'huile de lin. En fait, c'est deux ça, c'est presque la même, là. C'est de l'huile de lin. Donc, parce qu'on va utiliser beaucoup le lin pour sa tige, pour faire des vêtements. On va la battre, on va la défibrer, puis on va la tisser, on va faire des vêtements avec. Le fruit du lin, donc la graine de lin, aujourd'hui, c'est très à la mode. On va manger des muffins, des biscuits, toutes sortes de choses avec de la graine de lin. À l'époque, c'était pas pantoute la mode. À l'époque, elle servait, c'est pourquoi on sait que c'est encore bon aujourd'hui, on s'en servait comme d'un médicament, hein. On s'en servait pour un médicament pour aller au petit coin, là, quand vous aviez des problèmes de digestion, on faisait des infusions à la graine de lin, on mangeait de la graine de lin, mais finalement, on en mangeait très peu. Ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait la grande majorité de ces fruits-là et on les broyait pour faire de l'huile de lin. Et c'est là que je fais le lien avec des amateurs de maisons anciennes, c'est que c'était le principal préservatif pour le bois qu'on connaissait à l'époque. Donc, les surfaces extérieures, les bardeaux des toitures, les portes, les choses, ça, on les couvrait d'huile de lin, hein, pour empêcher l'infiltration de l'eau et sa pourriture. Et la deuxième chose qu'on va faire beaucoup avec ces moulins, avec des moulins de ce type-là aussi, qui vont faire plus comme écraser que broyer, on va écraser de l'ocre pour notamment la diluer avec de l'eau et encore là avec de l'huile pour en faire une sorte de peinture, les peintures rouges là, qu'on va utiliser là, sur les portes de grange, par exemple, puis tout ça. On va être capable de produire ici au Québec une assez bonne partie de la matière première pour ça. Mais je reviens au moulin à sang. Donc, c'est des choses dans l'histoire des moulins, hein, pour ce qui est de faire de la farine, les moulins ont été très, très liés. En fait, pour l'ensemble de tout le développement des moulins, c'est lié à l'esclavage. Chaque nouvelle avancée dans les moulins a percé, a été faite dans le but d'avoir besoin de moins d'esclaves. Donc, dans la réalité, la grande majorité de la farine qui était faite dans des moulins avant qu'on les fasse avec de l'eau et ou du vent était faite par des esclaves. Parce que c'est pas trop pratique un âne, OK? Parce que je pourrais toujours mettre un âne pour lui faire tourner les meules. Un, les meules ne tourneraient pas très vite parce qu'on n'avait pas encore beaucoup d'engrenages. Et deux, parce qu'aujourd'hui, être meunier, c'est un métier, être pâtissier, boulanger, et même être pâtissier, c'est un autre, boulanger, c'est un troisième,
et vendeur à l'épicerie, c'est un quatrième. Mais à l'époque, tout ça était mêlé ensemble. C'était tout dans le même lieu. Et donc, on broyait la farine, on broyait les grains pour faire la farine, on le pétrissait, on le faisait cuire, puis on le vendait aux gens. Or, l'âne aurait pu toujours être utile pour le broyer, mais je lui aurais pas fait confiance pour pétrir le pain et pas trop non plus pour le vendre et le faire cuire entre les deux. Donc, comme on avait besoin de garder des esclaves, on en gardait un peu plus et c'est eux autres qui faisaient la mouture aussi dans la très grande majorité des cas, même s'il y a eu effectivement quelques cas où ça s'est passé. Ici au Québec, on a très peu, on n'a aucun moulin documenté qui aurait fonctionné avec des esclaves. On sait qu'il y a eu un peu d'esclavage au Québec, mais il n'y a rien de documenté sur des moulins. Hein, et on n'aura pas beaucoup de moulins manuels parce que, comme je vous disais tantôt, on n'a pas le droit de les importer. L'un des très rares moulins à sang qui était documenté au Québec, c'est celui de la ferme Bertholette, excusez, à Laval. En 1667, donc vraiment assez au début de la colonie, là, si on tient compte, bon, tout début là, à Québec, là, mais si on regarde, Montréal est fondé en 1647, là, fait que donc à Laval, 767, ça ne fait pas longtemps. Là. Et on en sait malgré tout peu de choses, mais on sait que c'était un animal qui l'utilisait. Il était situé complètement sur la pointe de l'île Jésus, qui est aujourd'hui l'île de Laval, là, à peu près en face de où je vous ai montré tantôt le domaine seigneurial de M. de Lachenay. Donc, mais des moulins à sang, ça peut être plus facile, ça peut être plus simple. Là. Bon, il y a le moulin domestique, comme je parle là, mais ça peut être aussi comme à droite, là, des petits éléments. Ça fait toujours partie des moulins à sang. On arrive dans une autre catégorie, donc, où on est, quand on parle d'énergie renouvelable. Donc, l'eau et le vent sont vraiment des forces motrices vraiment renouvelables dans le cas des moulins. Si vous regardez l'exemple du moulin à roues à droite, OK, vous avez 14 roues OK, qui se succèdent, là, 7 paliers de une roue chacune. Et donc, l'eau qui arrive en haut, elle fait tourner la première roue, elle s'écoule, elle fait tourner la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la septième. Puis quand elle arrive en bas à la septième, ce n'est pas une petite partie du début. On a exactement le même débit qu'en haut et elle s'en retourne dans le cours duquel elle arrive. Donc, elle s'en retourne dans la même rivière et elle s'en va reproduire. Et c'est la même chose dans le cas du vent. Le vent qui passe à travers les ailes pour faire tourner les ailes du premier moulin, fait tourner du deuxième, troisième, puis cette énergie-là est toujours disponible pour le dernier moulin qu'on voit sur l'illustration. Dans un moulin à eau, on dit toujours que le moulin n'absorbe pas une goutte d'eau. Toute l'eau qui rentre dans le moulin, elle va être restituée à la rivière à la fin. Au Québec, on n'aura pas de ce type de moulin-là. En fait, dans les moulins à vent, on n'a aucun complexe de moulin à vent. On va avoir à Repentigny, par exemple, il y a 3 moulins à vent très, très proches. À Versailles, il y en a 6. Il y a à peu près la même chose à Contrecoeur. Mais c'est tous des moulins indépendants qui sont même parfois en compétition l'un avec l'autre. Là. On ne peut pas véritablement parler d'un ensemble, d'un complexe. Dans le cas des moulins en haut, on va en avoir 3 complexes. Il va y avoir les forges du Saint-Maurice, il va y avoir les moulins de Terrebonne et le Saut au Récollet à Montréal. Mais aucun de ces complexes-là va utiliser le principe là, de l'énergie en cascade que je vous ai présenté. Cependant, si on allonge le dessin, OK, on va arriver à la même chose dans le sens que si je prends l'exemple de la rivière Bayonne près de Berthierville, il y avait 12 moulins sur la rivière. OK? Et donc, ces 12 moulins-là, le moulin qui est le plus en amont, donc le plus près de la montagne, lui, l'eau qui va passer à travers, hein, ce moulin-là qui va le faire tourner, elle retourne dans la rivière Bayonne, elle est disponible pour le deuxième, le troisième, jusqu'au 12e, qui est rendu tout près de Berthier. Puis après ça, il va prendre le fleuve, elle va séjourner. Donc, c'est le même principe, c'est juste que c'est étiré, c'est pas à l'intérieur d'un complexe, mais à chaque fois, on retourne toute l'eau qui est retournée. Donc, je reviens au thème entre la maison de pierre et l'horlogerie. À partir de maintenant, on va aborder davantage l'aspect physique des moulins
Puisque je m'adresse principalement à des amateurs de maisons anciennes, je ferai des liens entre les éléments. Donc, la différence entre une maison de pierre et un moulin à eau réside essentiellement dans le savoir-faire et les mécanismes qui y sont associés. OK? Donc, si vous enlevez tous les mécanismes dans un moulin à eau, vous vous retrouvez avec une maison. Puis on va voir que ça s'est produit. Et les mécanismes d'un moulin sont nombreux, précis, souvent délicats, comme ceux des horloges. Ils sont plus gros, mais ils demandent à peu près le même niveau de précision parce que la différence entre la farine qui est relativement grossière et une farine qui est très fine, évidemment, pour arriver entre les deux, ça nous prend des ajustements qui sont très, très précis, très fins, et ces mécaniques-là vont nous permettre de le faire. Donc, les moulins, quand au début de la colonie, on a importé d'Europe complètement tout ce qui était de la technologie des moulins à eau et à vent. La problématique, c'est que ça fonctionne très bien. Dans le cas des moulins à vent, ça fonctionne super bien, 12 mois par année. Dans le cas des moulins à eau, ça fonctionne bien, 8 mois par année. Quand il arrive les mois d'hiver, puis à l'époque, on a des vrais hivers, là, on a des problèmes qui arrivent. Or, ce qu'on va faire dans les moulins, on va faire exactement la même chose que les maisons. Les maisons vont s'adapter. Donc, on a à gauche là, une maison avec un toit sans débordement qui va faire en sorte que l'eau va couler le long des murs, elle va s'enfoncer plus profondément en dessous des assises de la maison par le gel, il va y avoir des actions, puis les maisons vont, même si elles sont en pierre, vont être rapidement, rapidement là, détériorées. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un coyot, là, une espèce de pièce de bois qui est un petit peu arrondie pour créer ce qui va, comme dans le cas ici, une lucarne, mais à tout le moins une longue corniche qui va faire en sorte que ça va éloigner l'eau de la maison, elle va pénétrer moins profondément le long des salages, ça va nous protéger. Dans le cas des moulins, on va faire la même chose, on va les adapter. Donc, un des premiers une des premières adaptations qu'on va faire, c'est que si vous vous promenez en France, entre autres, puis que vous allez voir des moulins, vous allez voir à gauche, vous avez un moulin typique de la France. Les roues, là, vous en avez plein. Vous allez voir les moulins, vous allez voir les roues là, du chemin de partout où vous vous promenez sans problème. Au Québec, ce qu'on va faire, c'est que pour nous adapter, on va allonger le moulin et on va rentrer la roue, comme au moulin de Saint-Roch-des-Aunais, par exemple. Hein, donc, vous avez l'illustration à droite. Donc, on va rentrer la roue. Évidemment, en rentrant la roue, on ne règle pas tous les problèmes parce que d'abord, ça gèle encore dans le fond du moulin parce que les moulins ne sont pas véritablement chauffés. Mais c'est moins compliqué. C'est plus facile d'aller dégeler, puis si on porte moindrement attention, on réussit à la casser, puis on élimine quand même une partie des problèmes. Mais on est loin d'avoir réglé l'ensemble des problèmes. Ce qu'on va aussi apprendre dans notre cheminement, c'est on va modifier les systèmes de vannes qui contrôlent l'entrée d'eau. Les premiers vannes, ça, était comme le dessin à votre gauche. Donc, vous aviez essentiellement un bras avec un point d'appui pour relever la guillotine, si on veut, pour laisser passer l'eau pour aller au moulin. Et ça, bien évidemment, ça gelait très rapidement, puis ça pouvait rester dans la glace 4-5 mois, là, ce qui était vraiment un problème. Rapidement, on va changer ces systèmes-là pour des systèmes à crémaillère, comme vous voyez dans l'illustration au centre. Puis on va même dans les illustrations, celle de droite, c'est au moulin de Pointe-du-Lac, là, près de Trois-Rivières. C'est le système de crémaillère. C'est un peu ce que vous voyez à gauche, mais en plus gros. Là, vous ne voyez pas au bout de l'arbre, du shaft, pour parler français, normalement, il y a une grosse manivelle après ça. Et c'est beaucoup démultiplié pour aller créer beaucoup de force pour être capable de gérer une partie, être capable de plus facilement, quand il y a un peu de gel, être capable quand même d'y aller. Mais on va aussi devoir changer le système d'arrivée d'eau. Ce qu'on va faire, c'est que dans un moulin traditionnel, vous avez la rivière qui descend de gauche à droite dans votre dessin. J'ai mis en bleu plus foncé ce qu'on appelle le canal d'arrivée d'eau. Okay? Donc, on va dévier l'eau pour l'envoyer vers le moulin. Et là, à la fin de l'illustration bleue, il y a une vanne, c'est la vanne du moulin. Et c'est là qu'on va contrer les entrées d'eau. Ce qu'on va faire au Québec, c'est qu'on va changer le canal d'entrée d'eau pour faire plus comme un étang. C'est ça, un étang de retenue.
retenue au lieu du canal de retenue. Si bien qu'on va laisser monter l'eau dans l'étang, elle va geler jusqu'à 4 pieds peut-être, mais nos vannes, OK, elles vont être situées en bas de ce niveau-là, en bas des 4 pieds, et donc ça va nous permettre d'être, en théorie, de pas trop de problème de glace. Je dis en théorie parce que du côté de l'étang, oui, il y a 4 pieds d'eau qui la protège, donc il faut que la glace descende de 4 pieds avant d'arriver aux vannes. Mais de l'autre côté, ils sont plus exposés. Mais malgré tout, on arrive quand même à pouvoir contrôler beaucoup plus facilement cette portion-là. Donc, c'est comme ça qu'on va aménager nos moulins, un peu comme vous avez aménagé vos maisons au début de la colonie. Si on prend le moulin du Petit Canton, je me suis servi de lui comme exemple, là. Donc, parce que non seulement il ressemble à une belle vieille maison de pierre, mais à l'heure actuelle, c'est une belle vieille maison de pierre. C'est les, donc les moulins, on va avoir différents types de moulins. Puis le bâtiment qui n'est pas plus ou moins lié à la forme ou à l'esthétique du bâtiment. Donc, à l'arrière de ce bâtiment-là ou à l'intérieur du bâtiment, on aurait pu retrouver une roue à ailette ou une roue à aube ou une roue forcée, une turbine. Ça pourrait être un moulin à marée, mais ça ne pourrait pas être un moulin à vapeur. Le moulin à vapeur, on va le voir à part, là, c'est un petit peu différent parce que le moulin à vapeur, oui, il fonctionne à l'eau, il fonctionne avec la vapeur d'eau, mais ce n'est pas un moulin à énergie renouvelable. Parce que pour avoir de la vapeur, il faut que vous mettiez dans votre moulin, il faut que vous lui apportiez un combustible pour créer du feu, créer de la chaleur et avoir euh, de la vapeur, justement. C'est pour ça qu'on va les retrouver presque essentiellement dans les moulins à scie. Parce que dans le moulin à scie, on va couper le bois, mais tout l'écorce tout autour, c'est un rebut. Donc, il faut presque payer pour s'en défaire, alors que là, on va le chauffer pour avoir l'énergie, pour couper les bio. Alors que si on prend l'équivalent dans le moulin à farine, bien là, il faut qu'on achète l'écorce ou n'importe quelle autre pièce de bois. Il va falloir qu'on achète du bois pour faire la vapeur. Fait que, il y a à Longueuil, entre autres, il y en a eu un moulin à vapeur qui faisait de la farine, mais il y en a eu très peu. Donc, on peut avoir des moulins à roues à ailette. On va voir rapidement ce que ça a l'air. Donc, un moulin à ailette, c'est que dans le fond, à ailette ou à aube, là, c'est la même chose. C'est la vélocité de l'eau. La roue est déposée dans l'eau, OK? Et c'est la force du courant, si on veut, c'est la vélocité qui va faire en sorte que la roue va tourner plus ou moins vite et elle va avoir plus ou moins de force. C'est le début des moulins à eau avec des roues, mais c'est des roues qui sont beaucoup moins performantes et beaucoup plus difficiles à contrôler. Surtout au tout début, là, avant d'avoir des systèmes de vannes, puis ça, on était très liés aux températures. À droite, donc au Québec, la plupart de nos moulins à eau au début vont avoir des roues à ailettes. Mais dès que la connaissance sur les roues à aube, parce que la roue à aube, c'est comme la roue de droite que vous avez, ça, c'est celle du moulin de Saint-Roch-des-Aunais. C'est toutes des aubes, donc c'est toutes des aujets, si on veut, qui se remplissent d'eau et c'est le poids de l'eau qui la fait tourner. Ces moulins-là sont beaucoup plus stables, beaucoup plus faciles à faire fonctionner et surtout beaucoup plus constants. Hein? Ils sont beaucoup moins dépendants des aléas de la température. Les autres possibilités aussi, c'est on a commencé à introduire des roues à conduite forcée. OK? Donc là, l'eau arrive au lieu de juste arriver par son poids ou sa vitesse, elle arrive avec de la pression dedans. Et la roue à conduite forcée, ben, vous avez à droite, c'est un moulin à scie, c'est le moulin de la Dorée au lac Saint-Jean. Le tuyau, là, vous voyez tous des petits jets, comme des geysers. Ça, aujourd'hui, on mettrait un ordinateur et un paquet de valves automatiques pour réguler la pression dans le tuyau. Ben, eux, la façon de réguler, ce sont des régulateurs de pression. Fait que si vous allez au moulin de la Dorée à la fin du mois d'août, quand ça fait longtemps qu'il n'a pas mouillé, vous ne verrez même pas rien d'eau qui va sortir du tuyau. Si vous y allez au printemps, après un orage, les geysers peuvent avoir 6 pieds d'eau. OK? Parce que plus il y a de pression dans le tuyau, pour pas que le tuyau éclate, il y a tous ces trous-là, OK, qui vont faire en sorte que les geysers vont se mettre en ébullition. Et c'est vraiment très spectaculaire, c'est vraiment très beau si vous avez une chance de passer par là. Et la dernière évolution dans les moulins, on la verra
moins, là, c'est la véritable turbine. La turbine, ben, ça combine deux choses en fin de compte. Ça combine une multitude de jets qui viennent frapper les pannes de la turbine à plusieurs endroits. Puis ça utilise aussi la force du vortex. Vous savez, quand vous enlevez le bouchon dans le lavabo, là, le siphon qui se fait au centre, bon, ben, si votre siphon, au lieu d'ouvrir votre bouchon de lavabo qui a 1,5 pouces, si vous avez une vanne qui a 4 pieds d'ouverture en bas, ce vortex-là est quand même très puissant, il crée beaucoup de synergie et c'est ça qu'on va capter. Toujours dans le domaine qu'on pourrait lier à l'énergie, aux roues à électres, vous avez les moulins bateaux. Je vous en parle brièvement parce qu'ici au Québec, on en a eu, il y en a deux de documentés. Il y a eu une compagnie à Québec qui voulait en construire 100, mais ça ne s'est pas concrétisé. Imaginez ce moulin-là, là, imaginez, vous savez, les bateaux sur le Mississippi, les bateaux à aubes, là. Donc, il y a un moteur à l'intérieur qui fait tourner les aubes à l'extérieur, qui fait avancer le bateau sur l'eau. Bon, ben là, vous prenez le même principe, vous mettez votre moulin dans un gros cours d'eau, vous l'ancrez solidement et c'est le courant d'eau qui fait tourner les ailettes et qui, là, à ce moment-là, au lieu de prendre de l'énergie, les ailettes vont donner de l'énergie à l'intérieur et là, vous allez pouvoir moudre votre eau. Le gros avantage, c'est que comme c'est flottant, après une pluie, avant une pluie, ça va suivre et le moulin est beaucoup plus constant. Le gros inconvénient, vous le voyez à droite dans la porte du moulin, c'est que vous devez aller porter vos grains sur une passerelle jusqu'au moulin et vous devez ressortir votre farine par le même endroit. Alors, ce n'est pas toujours confortable. Puis tout ça bouge, évidemment, parce que ça flotte sur l'eau. Donc, ce n'est pas toujours évident. Mais il y en a eu deux, dont un qui était ancré beaucoup, beaucoup en avant de Contrecoeur, en Contrecoeur des Repentigny à l'époque. On continue. Guy, Donc, peu oui, un moment justement. Là, je vois qu'il est déjà 5 heures, donc ça oui, fait 1 heure qu'on roule. On en avait parlé, on déborde toujours à la FMAC dans les conférences, fait que c'est correct, on peut continuer. Je veux juste rappeler à tout le monde là, que si vous avez d'autres occupations ou si vous êtes juste saturé de l'écran, ça arrive, ben, c'est enregistré, donc on va pouvoir récupérer, là, ben, vous pourriez récupérer par la suite. Donc, n'hésitez pas, on ne se sentira pas délaissé si vous avez besoin de partir ou de faire une pause aussi puis de revenir. Voilà, je te retourne OK. le micro, Merci. Guy. J'enchaîne parce qu'il y en a beaucoup de diapositives, mais il y en a beaucoup qui vont se passer vite, sur lesquels il y a moins d'explications. Donc, peu importe le type de moulin, c'est toujours le même principe. Puis ça pourrait être vrai pour les moulins à vent aussi. Vous avez l'arbre moteur, dans le cas de l'illustration, elle vient de la turbine, qui transmet son énergie à un arbre moteur qui est horizontal en haut. Sur cet arbre moteur-là, il y a une série de poulies et chacune des poulies est reliée à un outil différent. Comme dans l'exemple qu'on a là, il y a 4 outils qui fonctionnent à partir de cette turbine-là. Donc, toutes les choses sont sur le même principe. On revient à l'idée de départ de comparer les moulins puis les horloges. Vous avez à gauche un mécanisme d'un moulin, puis à droite un mécanisme d'une horloge. Et il faut bien admettre qu'il y a quand même pas mal de comparaisons faisables entre les deux. Évidemment, il y a une question d'échelle qui est différente. Dans l'horloge, les mécanismes vont être plus petits, mais c'est les mêmes principes qui sont en arrière. Donc, je vais vous montrer rapidement quelques beaux mécanismes, parce que si vous êtes intéressé à des belles maisons de pierre, à des plafonds en bois, des poutres, des choses, ça va peut-être vous intéresser. Ici, c'est comme la salle des mécaniques, si on veut, du moulin de Pointe-du-Lac, près de Trois-Rivières. Ici, fiez-vous pas à la qualité de la photo, mais concentrez-vous pour regarder tous les engrenages qui s'enclenchent les uns avec les autres. C'est vraiment là, une merveille de mécanique. C'est de valeur qu'on n'a pas été en mesure là, d'arriver avec une photo qui puisse nous donner un meilleur rendu, mais c'est assez impressionnant. Ici, vous avez, toujours dans les beaux mécanismes, c'est celui du moulin de la Lorraine à Lac-Etchemin. Il faut dire que dans ce cas-là, c'est une reconstitution du moulin d'origine. Donc, c'est des appareils qui sont plus récents, mais qui ont été reconstruits. La mécanique avant que le moulin brûle, la mécanique de ce moulin-là était vraiment de ce type. Ici, vous avez une partie des mécanismes du moulin des éboulements. Qui est vraiment une merveille là, au Québec.
Vous savez, souvent les gens ils me demandent à la station des moulins, bah, c'est quoi le plus beau moulin, le moulin le plus intéressant? Mais je dis toujours, ça, c'est comme si vous demandez à votre père ou à votre mère c'est lequel est le meilleur de ses enfants, là. À part que si vous êtes seul avec lui et que les autres frères et sœurs ne sont pas là, vous allez peut-être avoir une réponse. Sinon, ben, vous n'en aurez pas. Et c'est la même chose. On peut difficilement dire lequel est le moulin le plus. Mais je peux vous dire que lui, c'est le plus authentique, par exemple. Ça ne me gêne même pas, là, comme vice-président de l'Association des moulins, de vous le dire. Ici, on arrive, c'est des exemples toujours de beaux mécanismes, de belles charpenteries, au sens large peut-être du mot charpenterie. Elle nous vient de France, malheureusement, on n'avait pas d'équivalent au Québec, mais je l'ai utilisé parce que, un, c'est une belle charpente, puis deux, c'est parce que sur cette photo-là, c'est assez facile de voir que les ailes des moulins, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, un, les ailes ne sont pas perpendiculaires avec le sol. Elles ont une inclinaison. Au Québec, en moyenne, c'est entre 10 et 12, 13 degrés à peu près par rapport au ciel. Et en plus, c'est que chacune des ailes n'est pas parallèle l'une avec l'autre. Si vous regardez comme il faut, les ailes, vous allez voir, l'aile, elle tourne. OK? Elle a un mouvement. Euh, et ce mouvement-là, il est similaire à ce qu'on voit sur une hélice de bateau. D'ailleurs, sur une hélice de bateau aussi, d'une façon générale, l'hélice n'est pas toujours perpendiculaire là, au bateau, mais elle a toujours les ailes sont toujours tournées, twistées, si on ne pas employer ce terme-là. Et ça, c'est pour faire en sorte que quand le vent arrive, qu'il n'y ait pas tendance à écraser l'aile sur le moulin, mais à le faire tourner. OK? Donc, toujours dans les belles pièces de mécanique. Ça aussi, c'est en France. Parce qu'ici, au Québec, on n'a plus de moulins à ailettes, là, donc on ne peut pas trouver de moulins. Les autres, ils en ont gardé beaucoup plus parce que notamment, il y a encore des moulins à marée. Donc, à ce moment-là, puis dans le cas des moulins à marée, les ailettes sont moins problématiques, si on veut. Je vous ai parlé au début, j'ai dit qu'un un bâtiment dans le domaine seigneurial avait souvent des choses, il était mieux fait, plus longue durée, une plus grande esthétique. Et ici, pour illustrer mon propos, je vous compare deux lieux. Le moulin des éboulements et le moulin Le Buteau au moulin Légaré. OK? Et si vous regardez, quand je disais que c'était plus raffiné, regardez par exemple la corniche, le numéro un, là, la corniche du Bluteau par rapport à la corniche du Bluteau à Saint-Eustache, où il n'y en a pas du tout. Au Moulin des Éboulements, il y a une belle grande corniche. Deux, c'est le bâti qui est mouluré des portes. OK? Vous voyez tout autour des portes, c'est pas un morceau de bois 5 carrés, mais il est tout mouluré tout le tour. Trois, si vous regardez le caisson sur le devant de la huche, OK? Le caisson aux éboulements, hein, c'est-à-dire cette bande-là qui reçoit, elle est formée avec des caissons qui fait un rappel aux portes qui sont en haut. Si vous regardez au moulin Légaré, c'est essentiellement une planche de bois. Les deux remplissent la même fonction. Et il y a le point 4, là, les portes, quand cette photo-là a été prise, les portes de la huche n'étaient pas en place. On les enlève souvent parce que chaque fois qu'il faut faire le ménage dans la huche, c'est ça, dans le bluteau plutôt, il y a souvent, il faut nettoyer ça souvent parce qu'il y a de la farine qui va là. Donc, on les enlève, les portes. Mais les portes, croyez-moi, elles sont ouvragées aussi. Elles sont dans l'esprit du moulin. Regardez les poteaux qui retiennent la main courante ou la balustrade tout autour. Regardez comment il y a des chanfreins qui sont faits aux quatre faces du poteau pour lui donner de l'éclat. Ces chanfreins-là vont être repris sur les colonnes sur les poteaux, si on veut, là, voyons, euh, euh, je m'excuse, là, je vais y revenir, le thème m'a échappé, là, ce qui sont les colonnes 6, là, ce que vous voyez comme 6. Et regardez la tête, le bout, si on veut, donc on appelle, je pense, un englobant, là, de la poutre horizontale, là, le point 7, comment c'est découpé. Écoutez, à l'époque, là, il n'y a pas autant d'outils que ça, de machines d'outils que ça. Donc, c'est un moulin seigneurial et le seigneur voulait démontrer aux gens qui avaient les moyens de faire quelque chose de beau, de bien, puis de choses. Et donc, il a mis le paquet pour faire le moulin.
hein, à ce niveau-là. Donc, ça vous donne une idée là, de comment ça pouvait être raffiné dans le cas même d'un moulin. Ça dépasse beaucoup la fonction utilitaire, là. Vous savez, aujourd'hui, on va mettre des colonnes en aluminium, en acier, ou ici, on va mettre un 4x4 point et rien d'autre, là. Parce que c'est une entreprise, c'est une industrie, alors qu'à l'époque, c'était pas jugé comme ça. Toujours dans le domaine du savoir-faire aussi, on revient, vous reconnaissez une partie de la même photo que tantôt. Donc, les colonnes que je vous parlais tantôt. Donc, mais c'est ça, dans ces colonnes-là, la raison pour laquelle je vous les ramène, c'est que c'est vraiment dans un savoir-faire de comment euh, construire. C'est ça, là, c'est les archures, c'est ce qui supporte toutes les meules et le mécanisme. Alors, cette structure-là, qui est composée de 6 colonnes comme ça qui crée comme un cercle, si on veut. Tout est déposé et conçu à partir de ça. Et ça, ces colonnes-là reposent directement sur le roc et non sur le plancher du moulin. Et ils sont indépendants de la structure du moulin, de façon à pouvoir diminuer les vibrations, le bruit qu'il y a dans le moulin, entre autres. Donc, c'est ça, les colonnes de la chute. Donc, OK. Je vous parle de ça parce que je vais vous parler aussi du logis du meunier. Parce que au Québec, euh, les moulins à vent avaient toujours une maison du meunier qui était à part. OK? Les moulins à eau, la très grande majorité dans les anciens, le logis du meunier était à même le moulin. Sauf que avec le temps, il y avait des gros inconvénients. Un, je le disais tantôt, c'était bruyant. Il y avait beaucoup de vibrations. Il y avait beaucoup de poussière. Il y a tellement de poussière qu'il y a même une maladie qu'on appelle la maladie du meunier, là, qui affecte les poumons. Et généralement, ce pas des grands appartements. Donc, au fur et à mesure qu'il y avait plus de moyens, ils construisaient une demeure à côté. Et c'est dans ce type de demeure-là que le monsieur, en début d'entrevue, nous parlait. Là, c'est là qu'il reste. Et heureusement qu'il ne reste plus dans le moulin parce qu'il semblerait que le moulin a disparu dans son cas. Donc, mais au moulin des éboulements, où on est là, c'est le dernier au Québec où Jean-Guy, le meunier en titre, il est né là et il demeure encore au moulin. Mais c'est le dernier au Québec. Donc, je vous dis, c'est très petit. Ce qui nous amène, si vous regardez ici, par exemple, vous avez la photo de la résidence du meunier, hein, de l'île Perrot. OK? Juste un petit clin d'œil pour se rappeler que dans ces maisons-là, il élevait des familles d'au moins 12 enfants, à peu près. Alors que dans la maison que vous voyez en bas, à Repentigny, on élève un enfant. Cherchez le problème, on ne sait pas il est où, mais il y a comme une petite différence de pieds carrés utilisés. Ce qui nous amène à un savoir-faire, là, on revient à une structure ici au Québec, c'est le moulin de McDermott Nord et dans Chaudière-Appalaches. Donc, ça vous donne une idée quand même que ces moulins-là, même si ce n'est pas un immense moulin, même si ce n'est pas un moulin en pierre, il y a quand même une structure imposante là, bon. Toujours dans le savoir-faire, ici, la fabrication d'un rouet pour un moulin à vent et les mécanismes pour être capable de... Parce que, évidemment, vous comprendrez que chacun des l'aluchon, c'est ce qui est illustré là, par la flèche en bas à gauche. Donc, c'est chacun de ces pièces de bois-là qui va servir de dent, qui va venir entraîner le rouet, qui est la partie centrale en bas de la photo. Donc, chacune de ces dents-là doivent être posées avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de précision parce que sinon, après un tour, 10 tours, 20 tours ou 100 tours, à un moment donné, l'aluchon viendrait à ne pas s'immiscer entre deux des barreaux du lanterneau, mais il viendrait par frapper directement le lanterneau et là, briser. Et puis, vous voyez la flèche d'en haut, ben, une fois qu'on les avait, on faisait ça avec un compas pour réussir à toutes les espacer également. Puis, une fois qu'on en avait fait plusieurs, on se faisait un gabarit. Et c'est ce que vous voyez par la deuxième flèche en haut. Et là, on est dans une période de test. OK? Donc, ça fait partie du savoir-faire. C'est qu'au lieu de tout monter la roue, la mettre sur l'arbre, puis avec ses ailes, tout ça pour la faire tourner, vérifier si tout est correct, on va l'assembler une première fois à sec au sol et on va faire des tests avec le lanterneau et on fait ça à l'horizontale.
Mais c'est pas toujours compliqué comme ça, le savoir-faire. Des fois, c'est très, très simple, comme ici au moulin à Contrecoeur. Vous savez que le problème numéro un des moulins, puis c'est encore vrai aujourd'hui, mais ça l'était à l'époque, le problème numéro un d'un moulin, c'est la vermine. Or, ici, on avait imaginé un mécanisme extrêmement efficace pour contrôler la vermine. Il y a tout simplement une trappe pour laisser rentrer le chat par la porte. Toujours dans le domaine du savoir-faire, on retourne au moulin Légaré. Donc, vous avez un rouet et Daniel, qui était le meunier en titre à l'époque, il a pris sa retraite cette année, en 2024, là, et il est en train de repositionner les aluchons sur un de ses rouets pour le faire fonctionner. Vous voyez en gros plan en haut un peu plus là, quand il place en main. Donc, tout ça, c'est comme un mécano. Vous avez et c'est là que je disais, si les gens sont plus épris de mécanique, vous allez trouver qu'on va vite, là, parce que c'est vraiment le fun. C'est tout un jeu de clés qui permet, avec juste un petit coup de maillet, de les enlever, de les placer, tout ça. Et je vous ai parlé tantôt, dans l'expérience précédente, c'est que généralement, on a toujours une pièce de bois contre une pièce de métal pour plusieurs raisons. Un, si on mettait tout en métal, ça ferait des étincelles assez souvent et la poussière de farine, elle est explosive. Et deux, ça amène beaucoup plus de bruit aussi. Et trois, quand il arrive une avarie, que ça brise, vous avez un bruit majeur. Tandis que là, c'est quand vous avez un bruit qui arrive, ce sont les parties de bois qui vont briser, la partie de métal va demeurer. Et que ce soit dans le grand roulet que vous avez vu tantôt ou là, dans celui que Daniel est en train de travailler, les aluchons sont toujours des pièces mobiles et c'est conçu pour que ce soit l'aluchon qui brise en cas d'un pépin. Si vous regardez là, l'exemple que je parlais tantôt, la roue qui est en face de Daniel ici, c'est une roue en métal, en fonte, qui est contre son rouet en bois. On poursuit dans le savoir-faire. Là, on s'en va en France parce qu'il n'y a aucun exemple au Québec de moulins qui ont utilisé des ailes bretons. Je vais vous expliquer rapidement c'est quoi une aile breton. Et c'est à cause du régime seigneurial. C'est que comme les moulins ne sont pas en compétition les uns avec les autres, on va voir que ça va faire en sorte que les moulins avant ils n'auront pas cherché beaucoup d'avancement dans les technologies. Nos moulins vont pas mal tous se ressembler. Les ailes bretons, c'est ça. Vous voyez en haut à droite ce qu'on appelle vous savez, les stars vertiflex. Là, c'était bien en bas d'un bureau pendant un certain temps. Ben, c'est le même principe que ça. Donc, ce sont tous des lamelles qui sont déployées. Au centre, vous voyez, elles sont déployées. Donc, l'aile a toute sa grandeur et le moulin est en opération. Alors qu'en bas, c'est la même aile, mais elle est toute ramenée une sur l'autre de façon à ne pas avoir d'emprise dans le vent pour quand on veut fermer le moulin. Et évidemment, il y a toute la gamme entre les deux, entre la fermeture complète et l'ouverture complète de l'aile. C'est les mécanismes, ce qu'on a vu tantôt, le bout du rouet, puis on va le revoir. Fait, je vous reviendrai, là. C'est le mécanisme qu'on retrouve ici qui permet au meunier de contrôler ses ailes de l'intérieur. Alors qu'avec un moulin à vent traditionnel comme ceux que j'avais vu au Québec, le meunier doit arrêter le moulin, aller à l'extérieur et là, monter dans ses ailes pour aller changer sa voilure. Toujours dans le cas du savoir-faire, on reste en France, c'est le même moulin que celui qu'on vient de voir. Sauf que je vous ai ramené cette photo-là parce que cette technique-là des planches qui vous semblent biaisées, là, en fait, elles ne sont pas biaisées, elles sont à angle, là, si on veut. Mais ça nous permet d'avoir un vrai cône au lieu d'avoir un polygone. Si on mettait toutes des planches. On a des moulins comme le moulin de l'île Perrot, par exemple. Lui, il est monté, c'est toutes des planches, mais en réalité, si vous le regardez de près, c'est pas véritablement un cône, c'est un polygone à plusieurs faces, donc ça se rapproche du moulin, du cône, mais c'est pas véritablement ça. Ici, pour ceux aussi qui aiment la technique, on est dans ça. Ils sont en train de faire une roue d'un moulin à aube. Donc, vous voyez dans la partie ici, là, les deux pièces sont ancrées. Dans chacun de ces espaces-là, il va y avoir deux pièces qui vont créer un réservoir. Et ce réservoir-là, c'est ce réservoir-là qui va s'emplir d'eau, qui va donner la force au moulin, qui va faire tourner le moulin. Je vous parlais tantôt des habitudes, des adaptations, des savoir-faire. Bon, vous savez, une roue comme ça, la roue du moulin OK, c'est la plus grande au Québec, le moulin de Saint-Roch-des-Aulnay, mais ça pèse quand même plus de 3 tonnes.
vide, la roue. Donc, quand vous ajoutez le poids de l'eau, vous avez une masse importante et la faites tourner. Ben aujourd'hui, on met des roulements à billes à chaque bout, puis ça va relativement bien. À l'époque, ce qu'on faisait, c'est qu'on utilisait un bois qui est très, très dur, qui s'appelle du gaillac, qui a comme particularité aussi de ne pas pourrir à l'eau, puis même au contraire, l'eau va le lubrifier. Mais c'est tellement dur que pour travailler ce bois-là, on fait affaire avec des machinistes et non avec des ébénistes. OK? Donc, par exemple, au moulin des éboulements, quand ils l'ont changé, ils sont allés voir les noyaux, si on veut, les culasses qui reçoivent l'arbre de la roue. Ils sont allés les faire chez la compagnie qui fait des bateaux là, à Lévis, chez Davis Chantier Maritime Davis. Donc, dans le cas des moulins à vent, on va utiliser plutôt pour les soutenir le moteur des arbres, on va utiliser du marbre et des plaques, mais on va avoir la chance de le revoir un petit peu plus loin. Donc, ici, on est toujours dans un savoir-faire. Ce qu'il faut savoir, c'est dans le cas des moulins à vent, la pièce la plus fragile, c'est l'arbre qui sort dehors parce qu'il est transpercé de deux gros trous perpendiculaires qui permettent de passer les vergues qui vont retenir les ailes. Donc, ce sont des très grands trous et c'est par là que l'eau s'infile et très rapidement, la tête, même si on va mettre des frettes, comme vous voyez en métal ici, pour y aider, c'est là que ça va pourrir et on va avoir des problèmes. Et ça m'amène à vous montrer que il y en a peut-être parmi vous qui ont restauré des maisons anciennes, qui ont eu des problématiques avec le ministère de la Culture. Je ne vous en souhaite pas, mais ça arrive des fois. Et des fois, on les trouve exigeants, d'autres fois moins. Mais vous savez que ces méthodes-là ne sont pas utilisées partout. En France, la photo qu'on a là, les autres, là, quand ils restaurent, il y en a beaucoup plus de patrimoine que nous autres, sauf pour la cathédrale de Notre-Dame. Là. Ailleurs, ils ont des méthodes qui sont plus permissives, si on veut. C'est-à-dire, ils vont se permettre pour réparer un moulin à vent ou à eau d'aller chercher des bois, par exemple, qui ne pourrissent pas d'un bois africain. Alors que nous, ici, on va avoir tendance à refaire à partir du bois le plus possible, le plus près possible du bois d'origine qui a été utilisé. Donc, si vous regardez en France, dans l'illustration d'en bas, les deux flèches qui sont ici, c'est ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris l'arme, OK, qu'on est en train de faire, on a mis comme une cage en métal, on a soudé un chaud, et là, on a soudé deux tuyaux perpendiculaires, l'un par rapport à l'autre, et les vergues vont passer dans ces deux tuyaux-là éventuellement. Et donc, ça ne pourrira plus, il n'y aura plus de problème. La restauration du moulin va sûrement durer beaucoup plus longtemps. Ce qui nous amène à, toujours en termes de savoir-faire, vous allez me dire, oui, on a un savoir-faire au Québec, fait des moulins à vent, on en a fait beaucoup, mais est-ce qu'on a manqué un peu d'originalité? Là, vous avez la majorité des moulins qui sont encore debout. Celui de l'Hôpital général de Québec, je commence en haut à gauche, suivi du moulin Jeté à Repentigny, du moulin Grenier à Repentigny, du moulin Banal de Verchères à Verchères, du moulin d'Ansereau à Contrecoeur, du moulin de. Là, ils ne suivent pas celui-là, je m'excuse, mais vous avez le moulin de l'île aux Coudes, qui est le dernier de la série d'en haut. En bas, à gauche, c'est le moulin de Contrecoeur, l'autre moulin à Contrecoeur, le moulin Chaput. Vous avez le moulin de Pointe-Claire, vous avez le moulin de l'île Perrot, qui, avec le moulin de l'île aux Coudes, sont les deux seuls qui sont en mesure de faire de la farine. Après ça, vous avez le moulin de Grondines, le moulin de Pointe-aux-Trembles et finalement le moulin de l'île Saint-Bernard. Donc, il manque évidemment des moulins de boue, il manque le moulin Fleming, mais on va y revenir plus tard. Mais en fait, j'ai choisi une catégorie, ça représente une catégorie de moulins, les moulins taux de pierre. Parce que bien avant ça, on a eu des moulins avant d'avoir des moulins de pierre, parce que ça coûtait bien meilleur marché, ça se construisait plus rapidement, on avait des moulins en bois. Mais les moulins en bois avaient une espérance de vie d'à peu près 25 ans et il ne reste plus aucun vestige de ceux qui ont été construits à l'époque, ni de reconstruction d'ailleurs. Donc, je vous ai dit, on avait pris une catégorie, les moulins pivots. Excusez, les moulins taux. Mais il y a eu aussi des moulins pivots. Ici, au Québec, probablement moins. Les historiens vont prétendre qu'il n'y en a pas eu. C'est faux. Il y en a eu. Il y a deux grandes raisons pour. Une preuve qu'il y en a eu, c'est si vous regardez l'illustration en bas à droite. OK, c'est l'illustration du moulin de William Gren à Saint-Roch, à Québec, qui a été construit en 1772 et qui, là, apparaît sur une toile de 1911. Les vestiges apparaissent sur une toile de 1911. Puis, vous voyez dans la même illustration, un petit peu en bas, il y a un autre moulin qui, lui, semble un moulin tôt.
Probablement que les historiens ont été influencés du fait que Gaspard Joseph Chosgros de Léry, qui est bon, le grand voyer, excusez-moi, de 1682 à 1756, lui, entre autres, il a été chargé de faire les plans d'un moulin pour Pointe-à-Chevelure là, au lac Champlain, qui à l'époque faisait partie du Québec, de la Nouvelle-France. C'est-à-dire. Donc, lui, il va faire des plans pour un moulin taux. Et à la même époque, il va écrire au roi et il va dire les moulins, ici, les moulins sont comme ceux de notre patrie. Et là, les historiens vont prendre pour acquis, comme ils notent faire les plans d'un moulin taux, que les moulins ici, c'est des moulins taux. Sauf que dans sa patrie, à lui, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de moulins pivots. OK? Donc, ça ne veut pas dire en disant, comme ceux de la patrie, que c'est uniquement des moulins tôt comme ceux que je vous ai illustrés tantôt. Donc, toujours dans le savoir-faire, je viens de vous parler des moulins pivots pour vous montrer. Ça, c'est la boîte. Vous en avez un ici, un moulin pivot, OK? Et vous avez sa boîte qui va être construite, donc vous permettre d'avoir encore une forme de construction, là, vraiment d'un savoir-faire à ce niveau-là. Et j'en profite pour vous montrer le système de faire tourner un moulin à vent. Qui est sur le même principe que ce moulin-là. Ben, d'ailleurs, c'en est un moulin à vent. Là. Donc, on prend une pièce de marbre, on creuse un trou du diamètre de la moitié de l'arbre, et l'arbre, sur l'arbre ici, on l'arrondit, puis après ça, on le couvre de plaquettes de fer. Après, on met du lubrifiant. Généralement, ça va être de la graisse animale, là, souvent du Swift qu'on appelle. Là. Et on va devoir répéter cette opération-là assez régulièrement et ça va tourner assez librement. Toujours dans le savoir-faire. Donc, vous avez la préparation, vous avez une belle coquille toute faite à mortail. C'est sûr, on pourrait passer là, une session d'une heure et demie à parler juste des structures de moulins. Ici, je vous amène, je vous ai dit tantôt qu'on reviendrait sur le moulin Fleming. Vous avez le moulin Fleming à la salle. Vous remarquez la galerie en bas parce que tantôt, on va y revenir. Vous avez, toujours dans le savoir-faire, vous avez le moulin de Beaumont, à Beaumont, près de Québec. C'est le seul moulin qui nous reste qui est un moulin pont. Ce que ça veut dire, un moulin pont, c'est qu'il y a des assises ici, donc un solage, si on veut, de chaque côté de la rivière, et le moulin a été construit au-dessus et relie les deux. Donc, quand je parle de savoir-faire, imaginez qu'il faut que les gens qui fassent les assises, là, il faut qu'ils sachent comment faire. Parce que si les assises bougent indépendamment en fonction du jet d'un bord à l'autre de la rivière, bien évidemment, le moulin va être rapidement fragilisé. Donc, celle-ci doit être immuable, puis après ça, le moulin doit venir tout consolider ça une fois passé. Ce qui nous amène, je reviens au moulin Fleming qu'on a vu tantôt pour vous parler de savoir-faire que vous connaissez probablement si vous avez déjà travaillé dans la restauration de maisons. Donc, à gauche, tantôt, on a vu le moulin, il avait l'air d'être tout en bois. Ok. C'est parce que la photo était prise de rapprocher et au-dessus de la passerelle ok, qui est là, de la galerie qui est là. Si vous le regardez, vous voyez la moitié du moulin, la partie en bas, est tout en pierre. Donc, la planche ici ne sert que pour protéger la pierre. Alors, ceux qui ont déjà fait de la restauration de vieilles maisons, vous savez que c'était une technique qui était utilisée aussi sur des vieilles maisons. Il y en avait comme deux très, très courantes. On mettait souvent comme un crépi pour protéger la pierre parce qu'aujourd'hui, avec nos connaissances, on pense qu'un mur de pierre, c'est indestructible et que c'est la fin du monde. Mais à l'époque, c'était difficile à faire. Ça demandait beaucoup d'énergie, de temps et de ressources. On les protégeait et donc on mettait souvent un crépi et ou les planches de bois et on faisait souvent dans les maisons comme on a fait dans ce moulin-là, parce que je vous rappelle, il y a juste le toit qui tourne. Donc, l'assise du moulin Fleming, elle ne bouge pas. Donc, le côté plus blanc, là, où est-ce qu'il y a les planches, ce côté-là, lui, il reste toujours le côté des intempéries. Exactement comme on fait dans une maison, ils ont protégé le côté des intempéries avec des planches. Et je vous ai parlé tantôt de la galerie, ben, c'est que lui, pour faire tourner le toit, au lieu d'utiliser une queue comme les autres moulins avant, lui, il y a une couronne tout autour en haut du moulin et il y a au bout de la grande roue qui est ici, ok, il y a un pignon qui est situé à la hauteur de la couronne.
Et en passant une chaîne tout le tour, ben, de sur la galerie, on tire la chaîne sur un bord sur l'autre et on peut faire tourner la roue à gauche ou à droite pour faire pivoter la tête à gauche ou à droite pour aller chercher le vent optimal. Ça fonctionne un peu avec cette roue-là puis la chaîne. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'époque, avant qu'on ait des ouvre-portes électriques pour nos garages, ben, on avait ça une chaîne, c'est sur le même principe. Toujours dans le savoir-faire, il y avait un savoir-faire au niveau des moulins qui devenaient au tout début de la colonie, qui étaient des forteresses. Donc là, ici, on a des photos du moulin de l'île Perrot. Si vous regardez juste au-dessus de l'épaule de l'homme en blanc, là, et entre la jeune fille et entre les deux guides, si on veut, au bout des fléchereaux, vous voyez des toutes petites ouvertures très, très étroites. OK? Ça, ce sont j'ai oublié le terme, c'est nono. Des Des meurtrières, meurtrières. excuse-moi. C'est ça, des meurtrières. Et aux autres étages, mais là, vous avez des fenêtres. Mais aux étages, à l'étage inférieur, vous avez uniquement des meurtrières pour faire en sorte de pouvoir tirer, parce qu'à l'intérieur, c'est large, là. C'est vraiment fait comme un entonnoir, et ça vous permet donc de pouvoir tirer sur les attaquants sans vous-même vous faire prendre. Et il y en a un autre tout proche de là, parce que lui, l'île Perrot, vous êtes dans l'ouest de l'île de Montréal, vous traversez la rivière, vous arrivez à l'île Perrot, mais juste avant de traverser la rivière, à votre droite, c'est Senneville. Et quand vous arrivez à Senneville, vous avez ce moulin-là que peu de gens connaissent parce qu'il est d'une propriété privée, il est caché au fond et le propriétaire ne souhaite pas beaucoup avoir de visiteurs. C'est très difficile d'aller le voir. Mais ce moulin-là a une autre particularité. Je ne sais pas si vous savez, dans les films, on a vu ça souvent, des machicoulis. Le machicoulis, c'est cette portion de mur-là qui est en avant du mur principal et qui est dégagée, qui a des ouvertures qui permettent de garocher sur la tête des visiteurs des roches ou des seaux d'eau bouillante ou peu importe, tout autre objet de bienvenue pour les assaillants. Donc, ce moulin-là, il y en a aussi. Donc, sa partie extérieure d'en haut, contrairement à tous les autres qui ont une forme conique, ça va toujours de plus en plus petit. Lui, sa partie en haut, même si là, elle a été modifiée pour en faire une espèce de pergola, si on veut, il en demeure que dans la structure, ici, vous avez une structure de machicoulis et c'est le seul qu'on a trouvé au Québec. Toujours dans le savoir-faire, mais là, on vient dans le domaine du travail de la pierre. Oh, on a déjà passé l'heure. Ben, écoutez, c'est à votre goût, je peux continuer rapidement. Ça vous Ben, va? en fait, là, c'est qu'on a deux options. Soit on fait une deuxième partie, Ah, on on pourrait. interrompt maintenant puis on fait une deuxième partie, ou on poursuit la présentation. Là, il resterait comme une quarantaine de diapos. Ouais. Il resterait quoi à peu près en temps, tu penses, Guy? Oh, ça dépend. 20, 30 minutes? Dans le dernier diapo, j'ai coupé mes commentaires, mais je peux si on divise la formation en deux, la rencontre en deux, à ce moment-là, j'en aurai encore pour 1 heure et demie avec l'autre section. Est-ce- Moi, je préférerais ça parce que je préfère toujours avoir plus que moins. Fait que si tout le monde est d'accord, on peut. Est-ce que c'est un bon moment pour faire une pause ou tu préfères comme poursuivre Oui, il n'y a pas puis de problème, couper on à un tombe autre dans. moment? Ouais. Ben, on peut peut-être juste finir cette partie pierre-là, parce qu'il y en a juste deux. Oui, OK? parfait. Puis Donc, comme ça nous donne un temps aussi pour des OK. questions, puis on se refixe une date Puis le là, temps plus de tard. penser si vous aimez mieux revenir une autre fois ou poursuivre. OK. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les meules dans un moulin qui sont en pierre, OK, c'est pas des meules monolithiques ou très rarement, puis au début de la colonie, ça n'était pas. Et on est chanceux parce qu'on commence vraiment à avoir besoin de pierre vers 1630 à peu près. Puis dès 1595, on a, en France, on a découvert comment faire des pierres, des meules assemblées. Or, les meules assemblées, comme vous voyez sur l'image ici, c'est une série de pierres de pierres meunières, comme de raison, qui sont du silex, parce qu'il y a la particularité de ne pas chipper, donc pour pas que vous ayez dans votre farine des petites roches, là, ce qui est assez désagréable. Donc, ça va s'user très fin. Mais ici, en Nouvelle-France, on n'avait pas trouvé de gisement qui pouvait faire la bonne pierre meunière. Donc, on l'importait d'Europe. Et les meules, ça marche toujours en paire. Et chaque meule ici pèse une tonne. Donc, les deux meules, c'est 2 tonnes. Et imaginez, aujourd'hui, on met ça dans un porte-container ou au huitième étage du porte-container, puis ça ne pose pas de problème. À l'époque, avec les bateaux, ne serait-ce qu'une meule sur le pont, et à la première tempête, elle serait tombée au fond de la mer. Donc, on a trouvé comment faire des meules assemblées. Comment on fait ça? C'est qu'on importait de France nos pierres, ils arrivaient à Québec, on les sortait de là, on les envoyait directement sur le site du moulin.
Là, le tailleur de pierre, hein, il les assemblait pour créer un grand cercle, hein, OK, de la grandeur qu'on avait besoin. Et après, on demandait à un forgeron de faire un cercle de métal juste un peu plus petit que la circonférence des pierres. Et on le faisait rougir. En le faisant rougir, évidemment, il expandait. Et là, on le descendait au-dessus des meules. Et quand il a refroidi, il vient tasser les pierres l'une contre l'autre, les prendre ensemble tellement solidement que le moulin Légaré dont je parlais tantôt, ça fait 275 ans que sa paire de meules principale tourne, OK? Et elle est encore bonne pour 100 ans. Et je vous mets au défi de trouver une époxy qui aurait collé des pierres qui a la force centripète poussent tous les jours à s'éloigner l'un de l'autre, qui aurait trouvé comment faire. C'est impossible. Et les meules, ça, c'est vraiment une idée de géant. Et nous, ça nous a permis d'exporter les pierres là, vraiment à un coût ridicule. Puisqu'on est dans le travail de la pierre, ben, me permet de vous dire, c'est évidemment, là, vous la voyez, c'est une pierre qui fait longtemps qu'elle n'a pas été utilisée, qui est très endommagée par en dessous. Mais en haut, c'est un mauvais exemple, mais c'est parce qu'elle, c'est une pierre monolithique, le plus récente, mais c'est pour que vous voyez le travail que les meuniers ont à faire sur une pierre. C'est que périodiquement, ils doivent ce qu'on appelle la piquer. OK? Donc, ils doivent recréer des sillons, OK? Ou des rainures dans la meule qui va permettre au grain qui est au centre de s'engager dans la meule. Et après ça, comme ils sont très profonds au centre et que ça s'en va en rien au bord, le grain a de moins en moins d'espace et il va de plus en plus broyer. Ici, en bas, vous voyez au Moulin Légaré encore le meunier à votre gauche et l'assistant meunier de l'époque. Aujourd'hui, cet assistant meunier-là est rendu le meunier. C'est eux qui sont en train de piquer. Et le Moulin Légaré est le dernier au Québec qui pique encore ses meules de la façon traditionnelle. Les autres, la plupart utilisent soit des outils pneumatiques et ou électriques. Et la dernière diapositive sur le sujet du savoir-faire du travail de la pierre, ben, c'est des travaux au Moulin Légaré. Donc, vous avez en haut là, une partie, c'est la seule partie, vous voyez la pelle d'une rétrograveuse ici, là, mais il faut savoir qu'on est sur le côté du moulin, c'est la seule partie où c'est atteignable par des moyens mécaniques comme ça. Donc, vous connaissez le coût des restaurations de la pierre, peut-être si vous avez déjà fait des rénovations, restaurations à votre maison. Mais imaginez si vous n'avez pas accès ou presque à l'ensemble du chantier. Et c'est ce qui arrive souvent dans les moulins. Toute la partie arrière du moulin, toute la partie qui borde la rivière, OK? Cette partie-là, avec les nouvelles normes du ministère de l'Environnement, autrefois, ce qu'on faisait, c'est que généralement, on attendait que la rivière gèle l'hiver. Puis après ça, on installait sur la rivière les échafaudages. On allait avec les véhicules porter la pierre, le matériel, puis tout ça. Aujourd'hui, on n'a plus le droit d'aller, même quand c'est gelé, on n'a pas le droit d'aller sur l'eau avec les choses. Ici, au Moulin-Légaré, ils s'en sont sortis avec quand même une certaine facilité. Ils ont eu des autorisations à cause que le moulin est cité. euh, et puis, il est classé, excusez-moi, il est cité, oui, il est classé, puis il est même reconnu au niveau fédéral, ce qui leur a permis, avec le ministère de la Culture, de faire des entendements avec le ministère de l'Environnement là, pour avoir certaines autorisations qu'on n'aurait pas normalement là, dans les autres moulins. Fait que ça clôt cette partie-là. Ce sera le temps de faire. Je vais arrêter mon partage d'écran, hein. Ben, merci, mon Dieu. Je ne sais pas pour vous. Beaucoup de gens sont d'accord, là. On va poursuivre une prochaine fois. Personne n'a manifesté contre. Donc, on va reprendre, on ouvrira nos agendas, puis on vous tiendra informé là, d'un prochain dimanche, finalement. Euh, je vais déjà merci énormément, Guy. Comme toujours, moi, j'ai appris vraiment énormément. J'imagine que c'est le cas aussi des participants. Je vais pas commencer par mes questions. Je propose aux gens là, d'ouvrir leur micro puis de poser des questions ou de signifier là, en levant la main là, pour que ça crée un ordre puis qu'on puisse lancer les échanges puis les discussions. Donc là, dans les commentaires, ce ne sont pas des questions, ce sont seulement des félicitations puis des remerciements pour la présentation. Elisabeth a une question. Oui. Ben oui, en fait, j'ai une petite question comme ça, là. Euh, il y avait un monsieur qui vit dans la maison du meunier, là, à Papineauville, là. Euh,
Est-ce qu'il est toujours là? Je ne sais pas. En fait, parce qu'en fait, Ah, je viens de cette région-là, puis je me rappelle du moulin, là, puis quand il a été démoli, puis tout ça. Mhm. Euh, Puis, ben, tu sais, aujourd'hui, tu sais, à ce moment-là, c'était comme borderline, là. Oui, on connaissait comme, tu sais, la valeur, mais il y avait comme peut-être je ne sais pas comment il a pu le faire, mais il n'y avait pas les protections, tu sais, qu'il y a aujourd'hui, Mhm. tout ça. Mais, tu sais, aujourd'hui, de plus en plus, tu sais, on sait que les techniques anciennes, on apprend des choses sur la façon que les gens euh, vivaient, tout ça. Puis là, il y a eu l'exemple de Notre-Dame où ce que l'on a dit, ben là, c'est un apprentissage de revoir comment c'était fait, tout ça. Puis, est-ce que pourrait y avoir un projet, puis là, ça serait peut-être un exemple, là, le Ben, moulin de Papineau, de mettre toutes les têtes ensemble, puis comme un projet, de reconstruire comme ça aurait pu être fait écoutez, en 1600 il quelque n'y a, chose. il y a rien d'impossible, mais à toute fin pratique, et ça ne peut pas être initié par l'Association des moulins parce qu'on en aurait 25 moulins après. Un projet je sais que la Société d'histoire de la région là-bas a un projet de mettre en valeur, mais je ne crois pas que ça aille aussi loin que ça. Et d'une façon générale, ça serait certainement difficile parce qu'au Québec, on n'a pas beaucoup l'habitude on est plus puriste dans la reconstruction des éléments. On a plus tendance et on a déjà énormément de misère parce que si vous assistez, si vous revenez pour la deuxième partie, vous allez voir hein, dans la deuxième partie qu'est-ce qui arrive avec des moulins qui sont déjà classés là, puis qui sont en ruine carrément. Là. Donc, Oui. on a des moulins qui sont encore là, pour lesquels il faudrait vraiment faire des efforts pour les maintenir ce qui est déjà là. Un moulin qui n'est plus là du tout, ça me paraît difficile. Mais il y a des exemples dans d'autres pays. J'ai des exemples de moulins, par exemple en France, où c'est incroyable l'état dans lequel ils ont pris le moulin et ce qu'ils en ont fait aujourd'hui. Puis ça s'est fait, à ma connaissance, dans la région de Québec, sur la côte de Beaupré, il y a un moulin qui a été restauré par deux personnes privées qui ont toutes refait la pierre, l'empierrement, qui était carrément en ruine, là. Mais c'est un projet privé qu'ils ont fait avec leurs soins, puis ils sont loin d'être rendus à l'étape là, de mettre des mécanismes ou même d'y mettre des planchers. Là, ou même le plafond, là, il y a les murs qui sont refaits, mais heureusement, les murs sont relativement bien protégés parce que souvent, ce qui arrive dans un bâtiment de pierre, c'est que quand les murs, quand il y a un incendie, quand le toit ne protège plus, parce qu'on dit un mur de pierre, mais en réalité, c'est deux murs de pierre, un en dedans, un dehors, puis avec un peu n'importe quoi entre les deux. Là. Ça a un autre nom que n'importe quoi. Là. Mais c'est ça, c'est la partie quand même la plus fragile. Puis quand l'eau s'infiltre là-dessus, ça a tendance à briser les murs, puis il y a une détérioration très, très rapide. Ça, ils étaient au courant de ça, les gens qui ont fait cette restauration-là. Ils l'ont fait à titre privé, mais il y a un des deux personnes qui l'ont fait la restauration, il travaillait à Parc Canada et donc avait quand même des bonnes notions de restauration puis de conservation. Mais c'est ça. S'il y a des gens du coin qui veulent partir le projet, nous, à l'Association des Moulins, on va dans la mesure de nos moyens, on va les aider, mais ça, c'est très, très peu probable là, que Oui, ça c'est puisse se ça. réaliser, je crois. C'est ça, ça prendrait quand même comme quasiment là, du financement privé ou Ouais, puis comme quelqu'un beaucoup de qui. financement privé, parce que c'était pas un petit moulin, là. C'est C'était un ça, moulin c'est ça. imposant que vous aviez là-bas. Euh, Curiosité, il a été démoli parce que vous avez l'air de vraiment comme avoir un mémoire là, de quand il a été démoli, donc ça fait pas très longtemps. ben, c'est ça. Ben, en fait, peut-être dans les années 70, fin 70, début 80. Il me semble que ça appartenait à la famille Bonhomme, ceux qui avaient les séries Bonhomme, me semble. Ça, ça, Mais ça là, se peut,
Je sais que les gens de la Société d'histoire me l'ont déjà dit, mais moi, l'histoire, c'est pas mon élément en Non, non, c'est premier, ça. là. Je l'ai oublié, mais je sais que là-bas, il y a des gens, c'est sûr qu'il y a, mais de ce que j'en sais, oui, il aurait peut-être été terminé de démolir dans les années 70, mais ça faisait déjà un bon moment qu'il y avait une très grande détérioration. Là, quand ils ont fait l'assaut final, il était déjà, depuis plusieurs années, en mauvaise condition. Oui, c'est ça. Puis à ce moment-là, tu sais, comme au niveau de la culture, patrimoine, là, ça va commencer à peine Où on là, à n'avait pas la même Non, sensibilité. s'intéresser à pas. ça, tu sais. Fait que, Là-dessus, je pourrais me permettre de vous contredire. Dans les années 70 au Québec, c'était peut-être, je dirais, la période où il y avait la plus grande sensibilisation. Puis, à tout le moins, quand les citoyens étaient sensibilisés, c'est là où il y avait le plus grand accompagnement du ministère. Qu'on pense au moulin Légaré, le moulin de Saint-Roch-des-Aunais, les moulins de c'est l'île, peut-être régional l'île, aussi. C'est pardon? peut-être régional. Peut-être dans Peut-être, l'Outaouais, OK. c'est une région plus récente. Ouais. Il y a des régions qui ont peut-être des histoires de Peut-être, là, plusieurs mais générations, sur l'ensemble du mais Québec, parce que vous aviez des moulins, là, c'est là qu'on a mis en valeur les vestiges du moulin du Saut-Récollet, ceux de Terrebonne, comme je dis, des années ouais. 70. Le ministère classait encore, ce qui fait quasiment plus, pour ne pas dire qu'il ne fait plus, et il mettait la main dans sa poche, ce qui fait le moins possible. Ouais. Merci Elisabeth. Question suivante, c'était France Fondrian, mais vous l'avez écrite, tout ça, là, je ne sais Oui. pas. Oui, j'ai vu qu'il y a d'autres personnes qui voudraient avoir cette information-là. Mais avant ça, j'aimerais mentionner qu'à Saint-Roch de l'Achigan, il y a un projet de restauration. Vous en avez beaucoup parlé, M. Bessette, et vous faites de la levée de fonds pour ça, là. Ouais, Ça Pour rejoint le un petit Moulin peu ce Bleu. que... Oui, c'est- le c'est- Moulin Bleu, ça rejoint ce qu'Elisabeth dit. Si quelqu'un veut s'impliquer, là, Mhm. Effectivement, il y a des possibilités, mais je me sens comme un peu en conflit d'intérêt ben de vous oui, je le parler sais. et de la sauvegarde du Moulin Bleu, parce que en dehors de mon chapeau au niveau de l'Association des moulins, je suis impliqué dans cette corporation-là là, de mise en valeur, sauvegarde et mise en valeur de ce moulin-là. Mais si vous allez sur le site Internet, vous allez le trouver, puis il y a des beaux projets. C'est ça. Alors, donc, on en a un exemple. Deuxième chose, est-ce que c'est possible d'avoir une liste des localisations des moulins mentionnés, puis d'autres personnes ont demandé, est-ce que c'est répertorié déjà, puis avec la possibilité d'aller en visiter? Ben, ce que je pourrais dire, c'est que si vous allez sur le site de l'Association des moulins du Québec, OK, ou Journée des moulins du Québec, un ou l'autre là, va vous mener au même endroit, vous avez un répertoire dans lequel vous avez les 30 quelques moulins qui sont ouverts d'une façon régulière ou sporadique, qui sont ouverts au public. OK? Puis, vous avez pour chacun de ces moulins-là, généralement, un horaire, des fois, mais vous avez presque toujours le lien pour le site du moulin pour aller vous assurer. Parce qu'à ce temps-ci de l'année, il n'en reste pas beaucoup de moulins qui sont ouverts. Si vous voulez aller faire une visite à court terme dans un moulin, il y en a quelques-uns qui reçoivent des gens à l'année, mais la plupart, ils vont vous recevoir comme Moulin Légaré. Par exemple, il n'est pas totalement fermé, mais vous allez aller vous acheter de la farine au Moulin Légaré à ce temps-ci de l'année, mais il n'y a pas de visite guidée, il n'y a pas d'éléments comme ça. Le moulin utilise sa deuxième vocation, qui est celle de producteur de farine. Saint-Roch-des-Aunais, la même chose. Mais il faut dire aussi que au niveau touristique, c'est difficile de faire du tourisme au Québec dans des moulins en hiver parce que les gens, c'est très, très humide et très froid dans ces moulins, là. Même là où il y a un peu de chauffage, ça ne demeure pas des conditions. Il y a peu de groupes qui sont intéressés à visiter les moulins en hiver. Puis souvent, ben, l'environnement est exceptionnel. Comme par exemple, je vous parlais tantôt du moulin des éboulements. Le moulin des éboulements, si vous allez par en arrière pour voir la chute, ça, c'est vraiment époustouflant. Mais je vous conseille que si ça suit un verglas, je vous conseille de vous mettre des crampons parce que c'est ça. C'est très beau, mais c'est pas facilement facile d'accès, là. Merci. D'autres questions? Moi, j'avais une question, mais je sens que je vais la garder pour la deuxième partie là, parce que ça OK. portait plus sur les menaces, justement. Fait que je sens qu'elle va peut-être s'éliminer d'elle-même. Il y avait une demande à savoir si le diaporama pouvait être rendu disponible après. Là, parfois, on le met dans nos références. Là. Je ne sais pas, Guy, on en Mhm. parlera. D'autres curieux?
de toute façon, c'est ça, je pense qu'il y a plusieurs réponses qui vont venir avec la deuxième partie de la présentation. Parfait. Bien, Ça merci. va? Oui, Ben, merci à tous pour votre présence continue jusqu'à la fin. Puis, ben, c'est ça, là, ouvrez vos courriels de l'APMAC parce qu'on va s'entendre là, avec Guy là, sur une prochaine date pour la partie 2 de cette présentation. Puis sinon, ben, moi, j'avais noté quand même les Journées des Moulins pour ceux qui veulent mettre ça à leur agenda immédiatement cette année, 27, 28, 29 juin. Donc, il va faire plus chaud à l'intérieur des moulins et moins humide. Ce sera visitable. C'est toujours agréable. Et pour Voilà. ceux qui veulent planifier à plus long terme, si vous êtes dans une société d'histoire ou quelque chose comme, c'est toujours la fin de semaine qui suit la fête nationale. Fait que si jamais vous voulez, par exemple, mettre votre dernière conférence de l'année dans le cadre des Journées des Moulins, parce que là, probablement que votre dernière conférence de la saison actuelle est déjà planifiée, là, mais c'est quand vous allez commencer votre planification pour l'autre année, ben c'est parce que les Journées des Moulins, ça s'adresse, on diffuse des activités qui ont lieu dans un moulin, même s'ils ne portent pas sur les moulins, ou des activités qui portent sur les moulins, même s'ils sont à l'extérieur de moulins. Donc, ça peut être, par exemple, une bibliothèque qui veut faire une conférence sur les moulins. Ça peut être tout simplement de se réunir en avant d'un site où il y a déjà eu un moulin et de donner de l'information sur l'histoire du moulin qui était là. N'importe quoi. Tout ce qui est en rapport avec les moulins, c'est bienvenu dans le cadre des Journées des moulins. Est-ce qu'il y a une question, en fait, là, qui vient de Pauline Cloutier, je pense, qui demande, bon, là, combien y a-t-il en ce moment de moulins à eau et à vent répertoriés? Là, j'ai compris qu'il en restait 100, une centaine, Oui, c'est ça? c'est ça. Puis là, est-ce qu'ils sont tous membres Et de l'Association non, des moulins? non, non, mais Ah, ce qui reste, c'est 100 moulins. Mais là-dessus, il y a des moulins qui sont transformés. C'est-à-dire, on en a construit ah, 1000, il en reste 100. OK? Mais il en ils sont reste, encore moulins, c'est ce que je non, comprends. il y a encore un bâtiment identifié moulin. OK? OK, Et il en reste une dizaine qui sont en mesure ou en mesure théorique de faire de la farine. OK. OK? Donc, Donc, les 90 autres, à peu près, là, et ont c'est une ça. autre vocation. C'est ça, c'est ce qu'on va voir dans l'autre partie, entre autres. Là, il y a plusieurs vocations à des anciens moulins. Puis là, on a une demande là, de Mme Pombriand. Ben, en fait, j'en parlerai peut-être, je vous mettrai en contact, là, Guy et vous, là, pour une conférence sur Normalement, un on devrait ancien pouvoir, moulin à Rawdon. ouais. Normalement, on devrait pouvoir Qu'est-ce- se contacter facilement. Nous sommes de la même région et on participe C'est vrai. à la même table qui regroupe les sociétés d'histoire de notre région. Fait que, Ah, bon. on devrait pouvoir se parler. merci. Ben, parfait. Merci beaucoup. Puis ben, à très bientôt pour la À bientôt. suite. Merci. Merci, Merci à tous. merci. Bonne fin de journée.